d'être là, Jen. Hey, moi aussi, Simon, mais en plus, il fait super beau dehors. Hey, on est en le printemps. Mesdames et messieurs, je vois une fenêtre, il fait bleu! Yes, sir! Hey, juste rapidement comme ça fait un petit moment qu'on s'est pas jasé, qu'on s'est pas vu. Ça a été un gros rush de fin de session pour ma part. Simon, ça s'en vient rapidement. Il est pas mal dedans. Fait qu'on est content là, de vous retrouver avec un nouvel épisode où on accueille aujourd'hui Lisandre. Oui, hey, mon Dieu, Lisandre, là, ça a été comme le genre de magicien d'Oz. L'orthophonie, c'était je sais pas comment le dire, mais le grand rideau. Puis en arrière, Lisandre était là, puis elle a démystifié pour moi, c'était quoi? Ouais, parce que je pense que tu avais certaines peut-être réticences ou peut-être des visions différentes de c'est quoi un peu l'orthophonie, qu'est-ce que ça fait ou comment il travaille avec les jeunes. Puis on a eu tout qu'une belle échange avec Lisandre que je pense qu'il a réussi justement à nous en faire voir davantage. Oui, c'est une personne vraiment chaleureuse, vraiment comme elle a de l'énergie, elle est hyper engagée dans ce qu'elle raconte. Là. Écoute, on aurait été capable de parler une autre heure d'orthophonie en plus. Vraiment. Sinon, j'aimerais faire quelques petits remerciements. Bien sûr, aujourd'hui, on a la chance d'enregistrer avec du matériel tout frais, tout neuf, grâce à l'ACE, donc l'Association des clubs entrepreneurs étudiants, qui nous permet de pouvoir se procurer du matériel grâce à une bourse de 500 $ qu'on a reçue dernièrement. Donc, un gros merci à l'ACE. Puis aussi le club entrepreneur étudiant du Cégep de Rimouski qui nous appuie dans nos démarches, dans tout ce qu'on fait. On les remercie bien de nous appuyer dans ce projet qui nous tient à cœur. Puis honnêtement, guys, vous me donnez des minutes de répit dans mes grosses études. On aime ça, on aime ça. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on peut se dire, passez une bonne écoute. Oui, puis n'oubliez pas de vous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous voir sur YouTube avec l'Atelier. Puis Instagram, Facebook? Oui, bien sûr. Puis si vous avez quelques commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous en laisser. Facebook, ça va me faire plaisir d'y répondre, ou même Simon. Instagram aussi. Et on a aussi par la messagerie, donc l'atelier en un mot, l'atelier podcast en un mot, @gmail.com. Ben, bonne écoute. À la prochaine! Initialement, si on y va dans le vif du sujet, c'est qui Lisandre, c'est qui qu'on a devant nous. Moi, j'aimerais savoir un peu plus à qui j'ai affaire aujourd'hui. Donc, je te laisse y aller brièvement, si tu le veux bien. Ben oui, Lisandre, c'est qui, mon Dieu? Je pense que une de mes caractéristiques qui me décrivent le mieux et qui permettent le mieux de me comprendre, c'est que je suis une personne qui est vraiment très curieuse. Fait que j'aurais comme besoin de savoir tout le temps puis de tout comprendre comment tout fonctionne. Je suis le genre de personne qui aimerait ça faire 8 jobs en même temps puis tous les domaines d'études possibles pour tout comprendre comment ça marche, tout le temps apprendre des choses. J'aime ça être stimulée. Fait que ça se manifeste dans mon travail, dans ma vie personnelle. Je suis tout le temps en train d'essayer de comprendre puis d'apprendre puis de discuter puis j'aime vraiment ça. Puis paradoxalement, j'aime vraiment ça, être bonne dans tout ce que je fais aussi, ce qui est pas le cas, mais j'aimerais ça. Fait que j'essaye comme de tout maîtriser en même temps, fait que ça marche vraiment pas, puis ça donne l'impression que je suis une personne vraiment intense, mais c'est juste parce que j'aime plein d'affaires en même temps, puis je suis vraiment facilement passionnée par plein de choses aussi, puis plein de choses qui sont vraiment pas liées entre elles, puis qui sont des domaines super différents. Fait que j'aime ça, je suis une personne qui est très active aussi, je bouge tout le temps parce que sinon je me gère plus du tout. J'ai constamment besoin de bouger puis de dépenser mon énergie. Donc c'est pas mal ça. Je pense que c'est deux caractéristiques qui me décrivent bien comme personne. Je pense que je suis créative aussi. J'aime ça, inventer des affaires, puis créer, puis trouver des nouvelles solutions, puis faire fonctionner mon cerveau dans des nouvelles façons aussi. Tu trouves que ça t'aide dans ce que tu fais, généralement, comme pas au rapport de la réflexion ou proposer des méthodes? Ben oui, absolument. Je pense que orthophoniste, c'est pas la première job à laquelle on pense quand on pense à un métier créatif, mais pourtant, je suis en création de tout le temps. Trouver des nouvelles façons d'expliquer les concepts aux familles, aux enfants, de présenter des choses, trouver des nouveaux trucs qui vont les aider, des nouvelles activités pour les garder motivés, pour les garder actifs. Je suis constamment en train de créer des nouvelles affaires puis de m'adapter aussi à leurs intérêts, à eux. Fait que, à chaque nouvel enfant qui vient me voir ou à chaque nouvel ado, nouvel adulte, il faut que je m'adapte à cette personne-là. Fait que c'est toujours de l'essai-erreur un petit peu, de l'ajustement, puis ça me donne beaucoup de créativité, puis j'adore ça. C'est très stimulant. Wow, moi, je pense que je peux
peux me retrouver un peu dans ce que tu dis parce que je suis tout le temps partout puis ça m'en prend toujours plus. Là. Encore hier, je me posais la question, est-ce que je prends un nouveau rôle à titre de comme représentante de jeunesse sur quelque chose qui est super passionnant pour représenter le Bas-Saint-Laurent, mais là je me suis dit, bon, t'es encore de l'école, là, quel choix tu fais? Là? Je suis comme, ouais, non, on va attendre un petit peu. Là. Non, c'est ça. Des fois, on voudrait tout faire en même temps parce que tout a l'air le fun, mais à un moment donné, choisir nos priorités. Oh, ça, c'est un défi. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, là, on sait un peu plus à qui on va jaser aujourd'hui, mais j'irais peut-être avec un petit quelque chose pour briser la glace. Ben oui. Si tu veux y aller, Simon, je te laisse avec ça. Ça va me faire plaisir. J'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui a été une grosse influence, puis je trouvais que sa vision du monde était assez spéciale puis assez excellente. Donc, je te propose ça comme exercice de pensée. C'est quoi ton son préféré? Je pense que je partirai pas de grosses controverses aujourd'hui, mais moi, mon son préféré, et de très loin, c'est le son des vagues. Oh, wow, c'est peut-être le fait d'avoir grandi à Rimouski puis que c'est un son qui est familier puis qui est rassurant, mais j'aime tellement ça. Là. Moi, tu m'installes avec un son de vague puis je peux m'endormir en 5 secondes. Il n'y a rien de plus rassurant, apaisant, c'est vraiment le fun. Ah, putain. Ben, j'avais tendance à dire la même chose aussi un peu. Là, ouais. Je pense que c'est un incontournable pour bien du monde. Là. Moi, je trouve ça très curieux parce que moi, le son le plus familier puis le plus ce qui va me déranger dans la vie, c'est le son de la machine à laver. Parce que chez nous, à Montréal, je dormais dans le sol, puis la machine à laver était juste à côté. Puis c'est constamment partir un cycle quand tout le monde est couché. Puis ça. Toi, tu trouves ça apaisant? Ouais, parce que mon c'est. Dieu. Puis tu veux savoir pourquoi? C'est que c'est un son qui est régulier. Donc je vais faire beaucoup de franglais là, dans ce podcast-ci, là, mais dans mon brain, il est juste comme ok, ben il n'y a pas d'anxiété à avoir là-dedans. Là. C'est un son qui est constant, qui va jamais changer. Puis quand ça fait clink, ben tu le sais que c'est ton zipper qui est dans la sécheuse. Ça, c'est parce que t'as pas ma laveuse à moi. C'est pour ça que tu dis ça. Ben oui, hein. Moi, ma laveuse, elle peut prendre 2 heures tellement elle arrête souvent. Fait que tu sais jamais si elle va repartir ou si elle est finie. Fait que c'est pas apaisant. Wow, on devrait savoir la marque de ce produit. Ouais, c'est ça. On veut pas cette laveuse-là. Je pense que c'est juste vieille. On veut pas l'acheter, non. En tout cas, chez nous, ben, c'est pas si vieux. Dans tous les home hardware. C'est ça, oui. Ben, je pense que on peut y aller jaser comme ça. On avait une liste de questions, on va essayer un peu les intégrer pour pas avoir l'air de faire genre je te pose une question, tu réponds. Ouais, pour que ça ait l'air d'une conversation. Oui, c'est ça. Je pense qu'avec le vécu que j'ai, ça va être facile de pouvoir intégrer là, ton métier à ce que j'ai vécu un peu aussi. Mais oui, vas-y. Mais en même temps, bienvenue au podcast. Merci, je suis contente d'être là. Oui, on est vraiment content aussi de jaser sur un sujet, d'avoir une tollée sur quelque chose qui est constamment passionnant à chaque jour, intrinsèque de la vie, des choses. Je suis très très contente, mon premier podcast. Yes! C'est excitant. Il y a un début à tout, hein? Oui. Mais grossièrement, moi j'aimerais savoir d'un point de vue, je ne vais pas dire externe, mais en lien direct avec le métier de l'orthophoniste, c'est quoi un peu un orthophoniste? Parce que moi j'ai eu la chance d'en côtoyer quand même deux personnes différentes là, à des moments très différents de ma vie. Puis j'aimerais avoir de base, toi, c'est quoi tu fais comme métier? Ma vision de l'orthophonie ou l'orthophonie en général? Qu'est-ce que J'irais avec l'orthophonie en général pour commencer. Ben, l'orthophonie, en fait, c'est un métier qui est très, très large. C'est un domaine qui s'est beaucoup, beaucoup élargi avec les années. Fait qu'en ce moment, on touche à tout ce qui a rapport avec le langage, la communication, les apprentissages. Ça commence à émerger de plus en plus au niveau des mathématiques aussi. Tout ce qui a rapport avec la voix, la résonance de la voix aussi. Il y a certains domaines en lien avec la déglutition aussi. Donc, il y a des orthophonistes qui travaillent en déglutition. Il y a probablement d'autres domaines aussi que j'oublie tellement. Il y en a des nouveaux constamment. Donc, on peut travailler autant avec des tout-petits, des bébés, des jeunes enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées aussi. On travaille beaucoup avec les personnes qui ont des maladies dégénératives aussi, par exemple, certaines orthophonistes. Donc, n'importe quoi, du langage oral, du langage écrit, des apprentissages, des personnes qui ont des troubles de la voix, qui veulent féminiser, masculiniser leur voix aussi, des troubles de résonance, des fentes labiopalatines,
mon Dieu, j'essaie de trouver d'autres exemples, des problèmes de déglutition atypique aussi ou de placement de la langue, des personnes qui zozotent par exemple, qui parlent sur le bout de la langue, on peut les voir en orthophonie. C'est extrêmement vague. Moi, ma clientèle principale... Oui, excuse. Non, mais je ne vais pas t'interrompre. J'entends un terme très technique qui n'est pas familier, la déglutition. Oui! C'est quoi? Puis le pire, c'est que moi, quand je dis déglutition, j'ai l'impression d'utiliser le terme familier parce que nous, on parle des fois de dysphagie même qui est encore plus spécifique. Mais la déglutition, en fait, c'est en lien avec l'alimentation, c'est l'action d'avaler. Ah, d'accord. Oui, fait que c'est tout le mouvement de notre bouche, notre langue, les muscles dans notre gorge aussi lorsqu'on avale, par exemple. Musculaire, autre que le fait de se nourrir, c'est juste... Oui, c'est ça. La partie se nourrir, c'est mastiquer, c'est comme une phase un peu pré-déglutition, si on peut dire. Mais plus, c'est la partie, le mouvement, par exemple, l'aspect sécurité, puis l'aspect efficacité aussi, la déglutition. Parce qu'il y a plein de choses dans la vie, des médicaments, des maladies, des traitements qui peuvent interférer avec ça. Puis, c'est ça. Ça fait qu'on peut avoir besoin d'une orthophoniste dans ce temps-là. Non, c'est super. Ouais. Ouais. Par exemple, j'ai déjà eu une collègue qui travaillait en oncologie. Donc, à l'hôpital à Rimouski, justement, qu'une partie de sa tâche, c'est vraiment ça, c'est de suivre les patients en oncologie qui avaient des cancers de la tête, de la gorge, de la bouche, pour s'assurer que la déglutition continuait de bien se faire, qu'ils étaient capables de s'alimenter de façon efficace, de façon sécuritaire, puis qu'on n'avait pas besoin de mettre d'autres moyens en place à côté, à travailler avec une nutritionniste pour vérifier ça. Fait que c'est pas la première chose à laquelle on pense quand on pense à de l'orthophonie, mais c'est toutes des choses qui font partie de notre champ de pratique et qu'on peut faire. J'ai l'impression que, puis tu me dis si je me trompe dans mon interprétation, mais c'est comme si l'orthophoniste était dans une pièce et t'invite comme viens, je vais te faire comprendre ton cerveau, puis la pièce c'est le cerveau, puis elle fait, l'orthophoniste c'est le guide touristique. Oui, ça peut être un peu ça, c'est vrai. Ben, tu sais, vu de même, je trouve que c'est quand même pas une mauvaise analogie, là. Mais, tu sais, puis comme tu parles de déglutition atypique, moi, c'est pas la première chose à laquelle j'aurais pensé quand j'ai consulté la première fois à l'âge de 6-7 ans, là, un truc comme ça. Puis, avec le temps, ben, on oublie, on passe à autre chose, mais tu sais, je me suis dit, OK, là, je consultais pour quelque chose de spécifique, mais après ça, quand j'ai dû faire mes recherches à 22 ans pour obtenir mon diagnostic, ben là, je me suis rendu compte que là, c'était plus complexe, qu'il y avait pas mal plus de champs que ce que je pensais, là, tu sais, c'était comme, OK, là, je trouve la personne qui va être capable de... Oui, vraiment. Puis moi, c'est ça aussi qui m'a attirée en orthophonie, c'était la possibilité de faire des choses super variées. Fait que tu peux autant, surtout quand tu travailles dans un grand centre, tu peux vraiment te spécialiser dans quelque chose de très, très pointu. Autant, surtout quand tu travailles en région, tu peux faire quelque chose de très, très large. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime ça, ce que je fais, parce que je vois autant des tout-petits que des enfants d'âge scolaire, que des ados, un petit peu de jeunes adultes des fois, même si c'est un peu moins courant, pour plein de problématiques différentes. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est stimulant, il n'y a pas deux journées qui se ressemblent, donc c'est vraiment le fun. Puis si j'étais tannée de la clientèle que j'ai, que je suis comme « Ah, ça me tente plus, moi, de travailler avec des enfants, je veux juste travailler avec des adultes maintenant ». Il faudrait que je me remette à jour un petit peu parce que ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait, mais je pourrais complètement changer de job demain matin puis rester orthophoniste, mais travailler avec des adultes. Parce que c'est ta vie, l'orthophonie, il y a plein, de ce que je vois, c'est qu'il y a plein d'étapes. Tout le monde aura toujours besoin d'aide à quelque part là, pour se comprendre. Mais absolument. C'est pas tout le monde qui va avoir besoin d'orthophonie dans sa vie, parce que je veux dire, il y a des personnes qui, de la naissance et à leur décès, n'ont jamais de problème qui touche à notre sphère d'expertise, puis c'est correct, tant mieux pour eux. Des golden child, à tous les âges, il y a des nouvelles choses qui peuvent arriver, puis qui peuvent nécessiter l'aide d'une orthophoniste ou d'un orthophoniste. Donc, c'est ça qui rend ça super intéressant. Fait que si on se tente à un moment donné, on peut changer de clientèle. Il n'y a pas de trouble. On va juste se reformer parce que c'est ça. Ça demande une bonne expertise pour offrir des bons soins. Donc, c'est un gros changement qui demande beaucoup de temps puis il faut y réfléchir. Mais c'est très stimulant parce qu'on peut vraiment apprendre des nouvelles choses. Non, c'est ça. Ça change beaucoup, là. Je le remarque, mettons. Début 2000, il y avait certaines difficultés scolaires ou certains troubles d'apprentissage qui étaient moins présents ou moins diagnostiqués, puis qu'éventuellement, ben, on en parle plus, c'est moins tabou, c'est plus ouvert, puis on en découvre des nouveaux où il y en a qui étaient là, mais que finalement, on les a remodelés à quelque sorte. Ouais. Puis, je pense que c'est là que, comme tu dis, il faut se mettre à jour dans tout ça parce que ça change beaucoup. Oui, absolument. Ça change constamment. Puis en fait, quelqu'un qui change pas sa pratique dans sa carrière puis qui fait la même chose en fin de pratique puis en début de pratique, bien, c'est pas une bonne pratique. Parce que la science évolue constamment. Chaque année, il y a des nouvelles études qui sortent, qui nous apprennent que cette affaire-là qu'on faisait, bien, finalement, c'est pas efficace.
ou cette affaire-là qu'on faisait vraiment pas souvent, qu'il y a quelques personnes qui essayaient, finalement, ça marche super bien. Donc, ça nous aide à fine-tuner, si je peux utiliser un anglicisme, ce qu'on fait pour être de plus en plus précis, puis pour constamment s'améliorer. Fait que ce que je fais en ce moment, que j'ai l'impression qui est vraiment fondé sur la science puis qui est bon, ça se peut que dans 20 ans, je sois comme je faisais ça, finalement, ça marchait vraiment pas. Fait qu'on y va toujours au meilleur de nos connaissances puis de la science. Parce qu'il peut toujours avoir constamment des critiques sur des méthodes qui sont présentement actives, mais que dans le futur, ça pourrait pas s'appliquer. Exact. Puis il y a des méthodes qui sont appliquées encore aujourd'hui, puis qu'on sait de plus en plus qui sont pas efficaces. Mais c'est long avant de propager cette information-là. Fait qu'avant que toutes les orthophonistes du Québec, par exemple, arrêtent d'utiliser une méthode qui est reconnue comme étant pas efficace, ça peut être vraiment long. Fait qu'on essaie de faire partager l'information, de faire circuler ça le mieux qu'on peut, mais c'est un changement qui est perpétuel. Puis il y a toujours des personnes qui sont plus rapides sur ces changements-là que d'autres. Il y a des personnes qui sont avant-gardistes aussi, puis qui font des choses avant qu'on sache que c'est efficace. Donc, on fait toujours de notre mieux pour suivre, parce que ça va très, très vite, puis c'est dur de suivre ce rythme-là. C'est pour ça aussi qu'on peut pas être bon dans tous les domaines de l'orthophonie. C'est trop large. Mais ouais, c'est vraiment le fun. Non, c'est ça. Puis si on fait un peu le lien avec tout ce qu'on vient de dire là, est-ce que tu as remarqué que, mettons, les troubles d'apprentissage, les difficultés d'apprentissage sont plus diagnostiquées qu'avant ou sont plus présentes qu'il y a, mettons, 15 ans? Je pense pas qu'il y en a plus ou qui sont plus présentes. Ce que je pense, c'est deux choses. Premièrement, effectivement, on est meilleur pour les reconnaître puis pour les diagnostiquer. Puis les gens sont plus conscientisés aussi. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais eu de diagnostic de trouble du langage, de conclusion, de trouble du langage. C'est pas un diagnostic médical, c'est une conclusion orthophonique. Donc, ils n'ont jamais eu de conclusion de trouble de langage ou qui n'ont jamais eu de conclusion de dyslexie d'orthographie, par exemple, de trouble d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Puis qui, à l'âge adulte, se rendent compte de par leurs enfants que, mais c'est parce que là, lui, il a eu sa conclusion, puis moi, j'étais pareil quand j'étais jeune. Je me reconnais complètement là-dedans. Fait qu'ils sont probablement passés dans une craque quand ils étaient plus jeunes, ou on n'était pas encore assez bon pour détecter ça, surtout quand c'était des profils moins francs. Puis nos critères d'évaluation puis de conclusion de diagnostic changent aussi avec le temps. Donc, ça se peut qu'il y en a qui n'étaient pas identifiés avant puis qui le sont maintenant parce que nous, on est devenus meilleurs. Puis il y en a aussi que c'est parce que les autres personnes autour sont plus sensibilisées. Les profs vont plus nous référer, par exemple, de jeunes, vont plus identifier « ça m'accroche, je pense que ça serait important d'aller faire évaluer cet enfant-là pour être sûr de lui offrir l'aide qu'il a besoin. » Donc, les parents aussi qui sont plus conscientisés puis qui viennent nous voir de plus en plus tôt, qui nous permettent de les aider puis de poser les bonnes conclusions aussi. Fait que ça, on le sait plus. C'est hyper intéressant parce que moi, je sais pas si tu te souviens, John, mais mettons, 1999 à 2010, le domaine de l'orthophonie, en tout cas ma relation avec le domaine de l'orthophonie, ça a été assez tumultueux parce que c'est comme si ce feeling-là était tabou. Tu sais, c'était pas assez jasé, c'était même. Tu aurais dû voir les bureaux des orthophonistes, c'était comme un petit cubicule de rien du tout qu'on plaçait dans l'école, puis comme, c'est censé être sur le curriculum vitae de l'école, là, il est là, mais t'as quelque part dans une petite affaire, là, ça n'a juste pas de bon sens. Puis versus des bruits que j'ai entendus, là, c'est à vérifier, mais j'ai entendu que en Europe, il y a des classes je pense, de primaire ou en maternelle, qui on a le professeur, puis après on a à peu près 5 éducatrices spécialisées qui sont dans la classe. Donc ce que tu fais, c'est, moi je trouve ça remarquable parce que tu enlèves la charge du professeur qui, c'est pas sa responsabilité de, je veux pas dire gérer l'enfant, mais tu sais, de répondre à ses besoins plus techniques. L'aspect encadrement, comportement, gestion de classe. Exactement. Puis, avec ce soutien de 5 spécialistes par classe, ou, mettons que c'est, on va prendre l'exemple plus petit, là, mais il y a quand même 5 personnes pour une classe de 30 élèves, puis après, tu as juste l'enseignant, simple de même, moi, je vais répondre aux besoins d'enseignement. N'est-ce pas fantastique? J'en ai jamais vraiment entendu parler. Je serais curieuse de fouiller sur le sujet, de voir est-ce que ça a été prouvé comme étant efficace, comme étant nécessaire aussi. C'est quoi le vécu des personnes qui sont dans ce système-là? Parce que des fois, on a bien beau dire, ben oui, c'est plus beau, mais est-ce que ça vaut la peine aussi? Est-ce que c'est un bon investissement de ressources? Je dis vraiment pas que c'est pas le cas, mais des fois, quand on parle de gros investissements de ressources comme ça fait beaucoup d'adultes pour une classe. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'avec un adulte supplémentaire, c'est suffisant? Est-ce que ça dépend des classes? Mais oui, effectivement, en ce moment, la charge sur les enseignants est
énorme. Là, ça, c'est pas moi qui va contredire ça. Puis effectivement, souvent, ils passent beaucoup de temps sur des tâches autres que la charge d'enseigner. Après ça, quelle portion de ça fait partie du travail d'enseignant, puis quelle portion pourrait être déléguée à d'autres personnes. Ça, c'est discutable. Ça fait partie des nombreuses choses qui pourraient être changées dans le système d'éducation. Mais c'est ça. Mais sinon, je pense que la deuxième chose qui peut faire qu'on voit plus de personnes qui présentent des difficultés d'apprentissage aujourd'hui, c'est le fait, en fait, que les exigences de la société augmentent. On est dans une société qui est très, très de performance. On nous demande de performer, on nous demande d'apprendre toujours plus vite. Puis c'est pas tout le monde qui arrive à suivre ce rythme-là. Puis ça veut pas dire que c'est toutes des personnes avec des difficultés ou des troubles d'apprentissage, mais des fois, c'est juste trop une grosse demande. Jusqu'où on va se rendre là-dedans? Ce qui fait que, puis on le voit aussi avec le trouble du déficit de l'attention, le TDA, TDAH, que c'est de plus en plus diagnostiqué, puis celui-là, il y a des données qui disent c'est surdiagnostiqué le TDAH en ce moment, parce que la différence entre la proportion de jeunes qui sont diagnostiqués avec un TDA ou un TDAH puis la prévalence, donc la proportion de personnes dans la population qui l'ont vraiment, il y a une différence entre les deux en ce moment. Ça, on le sait, c'est des chiffres qu'on a. Après ça, le pourquoi est encore en train d'être étudié. Il y a plein de monde qui regarde ça, puis c'est la même chose avec les difficultés d'apprentissage un peu. C'est-à-dire, bien, si on augmente trop la pression qu'on demande, la vitesse à laquelle on demande aux gens d'apprendre, le fait qu'on doit rester assis sur une chaise à l'école à écouter, c'est pas toutes les classes qui sont comme ça. Il y a de plus en plus de classes différentes, mais il y a encore beaucoup de classes avec un enseignement très traditionnel. Puis dans ce contexte-là, bien, il y a des personnes que ça ne fonctionne pas. Donc, on a l'impression qu'ils ont des troubles d'apprentissage, mais pas nécessairement. Fait qu'il faut aussi être à l'affût de ça. C'est-à-dire que oui, c'est important d'être capable de reconnaître, d'identifier, de poser les bonnes conclusions pour les jeunes puis les adultes qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage, mais il n'y a pas juste ça non plus. Des fois, la personne est correcte, c'est l'environnement autour qui ne lui permet pas de s'épanouir. Non, c'est ça, parce que je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, puis je l'ai vécu un peu comme ça, moi, au primaire. Puis je viens d'un petit village, présentement, on est moins de 400 habitants, fait que souvent, la priorité n'est pas sur les étudiants qui ont de la difficulté, mettons. Ça va être sur les autres qui performent. Fait que c'est un peu, bon, on va te chipper avec du monde, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas travailler avec cette personne-là, vas-y, mais on se fout un peu de toi. Moi, mes parents ont dû s'obstiner puis chialer énormément pour que le plan d'intervention de l'orthophoniste que j'avais vu en 2007 soit valide puis soit efficace. Sinon, ils ne l'auraient jamais utilisé. Puis je me suis dit, tu sais, je suis pas TDAH, mais j'aimais pas ça. Il fait beau dehors. Moi, j'aimerais ça aller jouer dehors. Ouais. L'environnement n'était pas propice à mon apprentissage, puis c'est sûr que les professeurs avec qui j'étais, ça n'aidait pas nécessairement non plus, mais j'ai quand même réussi à faire mon chemin de vie, puis je suis rendue au cégep, ça va bien, mais ça n'a pas été facile. Puis je pense que, comme tu dis, ben c'est ça, des fois, c'est pas nécessairement adapté à la personne. On peut pas nécessairement tout faire ce qu'on aimerait parce qu'on est en région où on n'a pas l'opportunité d'aller dans des écoles, des lab-écoles, des écoles où sont à l'extérieur pour travailler, pour stimuler l'enfant ou des trucs comme ça, parce que on n'est pas outillé pour ça, forcément. Oui, c'est ça. Puis je pense que ça change aussi tranquillement, pas vite. Ça progresse. Les écoles sont de plus en plus adaptées aux besoins des différentes personnes. Il y a de plus en plus de plans d'intervention aussi, ce qui peut être lourd pour les profs, on va se le dire, par exemple, d'avoir beaucoup de plans d'intervention différents par classe parce que c'est toutes des choses qu'ils doivent mettre en place en plus de leur charge d'enseignement. Mais au moins, ça nous permet de bien reconnaître les besoins des différents élèves. La classe, de façon générale, est de plus en plus flexible aussi, ça évolue, mais peut-être pas toujours assez vite à notre goût, malheureusement. Tu trouves-tu qu'il y a un changement de culture en éducation? Dans quel sens? Donc, de considérer plus à la table de discussion les orthophonistes, puis on parlait de plan d'intervention, parce que si on remonte en arrière, le prof voulait juste enseigner, puis c'était pas très très considéré les besoins particuliers de chaque individu. Donc, ça serait facile de penser que là, présentement, vu qu'on s'en va vers comme un grand changement, il pourrait y avoir, je sais pas, un changement dans la culture de l'éducation, non? Il y a plein de changements dans la culture d'éducation qui pourraient avoir lieu. Celui-là en fait partie. C'est sûr que c'est dur à dire pour moi parce que j'ai jamais travaillé directement pour le système d'éducation, mais je travaille tous les jours conjointement avec les écoles, avec les enseignants, on discute, je participe à des plans d'intervention aussi, c'est juste pas systématique. Donc oui, je pense qu'on est plus consulté.
Puis en ce moment, en fait, c'est une grande partie de la charge des orthophonistes. Je peux pas parler pour toutes les commissions scolaires ou pour tous les centres de services scolaires, pardon, mais je sais qu'ici, dans la région, c'est beaucoup ça qui est fait. Ils sont beaucoup consultés, ils sont en rôle conseil pour supporter les enseignants et les enseignantes dans leur pratique pour mieux répondre aux besoins des jeunes qui sont dans leur classe. Après ça, il y a d'autres enjeux autour de dire c'est quoi les services parce qu'au centre des services scolaires des Phares ici, c'est des orthophonistes femmes seulement qu'on a, donc c'est pour ça que je dis elles. Les services qu'elles peuvent offrir directement aux élèves. Donc, c'est un équilibre qui est encore à trouver, je crois, mais oui, ils sont beaucoup plus consultés, considérés, on leur demande leur avis. Après ça, de quelle façon est-ce que les enseignants et les enseignantes peuvent appliquer ces mesures-là en classe, ça dépend toujours de leur charge de travail, je crois. Je suis content d'entendre ça. Moi, ça me fait penser, un peu en quelque sorte, vous êtes amené à travailler en équipe, mais sans travailler en équipe, parce que vous devez conjointement travailler avec les écoles ou les enseignants, mais tout se fait par derrière seul, les rapports, les rencontres avec les patients, les élèves, avec les clients. Selon leur âge, on dirait que je leur donne des noms différents. Il y a mes cocos, mes cocottes, mes jeunes, mes élèves. Oh my God, c'est trop cute. De? Coco, cocotte. Ben oui, mais mes petits 3 ans, mes petits 2, 3, 4 ans, c'est des cocos, des cocottes. Ils sont vraiment mignons. Donc, je m'excuse, j'ai oublié la question. Mais non, mais c'est juste de savoir, tu travaillez pas forcément en équipe, mais c'est ça, c'est comme ce que tu viens de dire, ça faisait un lien avec ça, dans le sens où il n'y a pas vraiment de travail d'équipe qui est fait avec le rôle de l'orthophoniste, mais en même temps, il y en a un qui est fait en conjoint avec les enseignants, les écoles pour les plans d'intervention. Mais moi, je trouve que c'est un gros travail d'équipe quand même. Je suis en contact avec pratiquement tous les enseignants et les enseignantes de mes élèves, avec les milieux de garde pour ceux qui sont plus jeunes aussi, avec les familles, puis en fait avec les familles et avec les jeunes. C'est une équipe aussi de dire qu'on travaille ensemble. C'est jamais prescriptif ce que je fais. C'est pas moi qui leur dis quoi faire. On détermine ensemble qu'est-ce qui va le mieux répondre à leurs besoins, à leur situation. Donc, on prend les décisions ensemble, on travaille ensemble comme une équipe. Puis avec les écoles, c'est ça aussi. Régulièrement, on s'envoie des courriels, on s'appelle, on se fait des rencontres par Teams, par exemple, pour être sûr qu'on s'ajuste. Donc, c'est vraiment un gros travail d'équipe. Toute seule, j'arriverais pas à grand-chose. Si on travaille en silo, ce qu'on fait va pas se généraliser entre les contextes. Fait que c'est bien le fun que moi, dans mon bureau, le jeune soit capable de lire et de comprendre tout ce qu'il lit. Mais s'il arrive à l'école puis qu'il n'est pas capable de l'appliquer parce que dans sa tête, c'est pas le même milieu et donc, il ne faut pas qu'il applique les mêmes méthodes, ça ne sert à rien. Fait qu'il faut que je m'assure que les outils que je développe avec lui, il va pouvoir les utiliser à la maison, à l'école, dans son futur travail, dans sa vie personnelle aussi. C'est comme... là, je vais pousser ça loin, là, mais pense à des neurones, là, puis le milieu de travail, le bureau que vous faites partie, c'est comme chaque personne est une neurone, mais on pourrait penser à un réseau social de neurones pour parler de l'être humain, tu sais, parler de son fonctionnement, puis être son guide touristique. Oui, c'est ça. Un guide touristique dans le cerveau avec les neurones. Dans le fond, vous faites un planning touristique, là, vous tracez le chemin, puis... Oui, exactement. Des fois, on change le chemin aussi en cours de route, c'est correct. Bon, on va aller faire un tour par là à la place. Oui, c'est ça. Je l'ai vécu pour moi-même, tu sais. J'ai eu l'occasion à consulter une de tes collègues là, à la clinique, puis c'est ce qui est arrivé. À un moment donné, on passe sur quelque chose, puis on va vers autre chose selon les besoins aussi, puis on est rendu dans le processus. Hein. Oui, parce que les besoins, c'est pas quelque chose de fixe dans le temps, ça change constamment. Puis si on s'adapte pas aux nouveaux besoins de la personne, bien finalement, on l'aide pas vraiment, on répond pas à ce qu'elle a besoin en ce moment, puis ce qui va lui faire du bien, ce qui va l'aider. Fait que c'est correct que ça change. Mais parlons de besoin, mettons que, je sais pas, j'ai pas de problème. Puis là, j'entends ce podcast-là. Ouais. Comment on pourrait peut-être faire un petit BAB de diagnostic sur soi-même? Comme, est-ce que j'ai vraiment pas de besoin ou je me voile la face? Ben en fait, ça dépend, parce que c'est pas tout le monde, effectivement, qui a besoin de venir en orthophonie. Après ça, si vous posez des questions, si vous vous inquiétez sur vous-même, sur votre enfant, sur quelqu'un de votre entourage, c'est jamais perdu de demander, de poser la question. Vous pouvez toujours contacter un ou une orthophoniste, appeler, par exemple, à notre clinique. Puis le pire qui peut s'arriver, c'est qu'on vous réponde, ben non, vous n'avez pas de besoin. Puis c'est le fun, hein, bonne nouvelle. Donc c'est pas si pire comme le pire scénario. Puis on va changer aussi l'offre de service qu'on va vous offrir dépendamment de c'est quoi votre besoin. Fait qu'on a de plus en plus de parents qui viennent nous voir avec des tout petits,
parce qu'il s'inquiète, par exemple, parce qu'il parle pas encore, que c'est pas encore dramatique comme âge auquel il parle pas, mais qu'il commence à s'inquiéter. Puis pendant longtemps, on disait « Ah, ben non, pas besoin d'aller en orthophonie à cet âge-là, ça sert à rien, il parle pas encore. » Ou « Ah, avant 3-4 ans de l'orthophonie, de toute façon, ils feront rien. » Ben non, il y a des choses qu'on peut faire avant. Après ça veut pas dire que je vais voir l'enfant et le parent dans mon bureau une fois par semaine pendant 1 heure pour faire des thérapies. Non, si l'enfant il a 18 mois, c'est pas ça que je vais faire. Mais on peut rencontrer l'enfant, rencontrer la famille, rencontrer l'adulte aussi, écouter qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, discuter, jaser de leurs besoins, voir c'est quoi les services qui vont le mieux y répondre. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est d'autres personnes? Des fois, c'est juste de répondre à des questions, de donner des conseils généraux. Donc, si vous ne vous posez pas de questions, que vous êtes comme non, je pense que ça va bien, je suis pas inquiète. Fine, pas de problème, mais je suis la première à dire que vous n'avez pas besoin de venir. Mais si vous vous posez des questions, vous n'avez vraiment rien à perdre. Au pire, on fera une rencontre, on va dire c'est bien beau, il n'y a pas de problème, retournez chez vous, rappelez-nous s'il y a quoi que ce soit, puis ça va être ça. Moi, je sais pas, je suis émerveillé de ton domaine. Félicitations pour avoir celui qui a créé l'orthophonie, ou je sais pas. C'est comme merci. Moi, je pense que c'est ce que j'aurais aimé entendre quand j'avais 7 ans, quand j'ai vu la première orthophoniste. Savoir que, oui, il y a possiblement une suite, mais qu'il y a une pression aussi sur l'école, parce que moi, la suite, elle s'est jamais vue. L'école était censée développer ou faire en sorte que j'ai un diagnostic plus tard, parce qu'il disait qu'à 7 ans, bon, j'étais encore trop jeune pour avoir le diagnostic, ce qui peut être tout à fait normal si tu valides, mais c'est que ça ne m'a pas nécessairement compliqué la vie pour plus tard, mais en même temps, oui. Puis là, je regrette pas d'avoir mon diagnostic parce que je sais maintenant ce que je faisais avant, comment je le fonctionne, puis j'ai des meilleurs outils, mais c'est ça, de savoir que, OK, ben il peut y avoir une suite pour votre enfant, monsieur, madame, puis pousser pour que justement, plus tard, ça puisse l'aider. Donc, à un moment donné, c'est ça, les parents ont une portion du travail à faire, mais là, je pense que les miens, à un moment donné, ils ont juste lâché prise, puis... Puis ce qui est dommage, c'est que des histoires comme tu me racontes en ce moment, de dire l'école était supposée faire le découteur, était supposée faire le suivi, puis ça s'est jamais fait, c'est plate, mais ça arrive encore. Ça arrive beaucoup trop souvent. Puis c'est pas parce que les écoles ou les centres de services scolaires sont mal intentionnés. Tout le monde est bien intentionné là-dedans, mais le système a des failles, il y a des cracks, puis il y a des gens qui tombent dedans, il y a des dossiers qui sont oubliés, des gens qui vont se dire « Ah ben on va répondre à ces besoins autrement ». Juste, on le sait qu'il y a des besoins, mais on n'a pas de ressources, on sait pas quoi faire. Donc, c'est toutes des situations qui arrivent encore beaucoup trop fréquemment, malheureusement. Puis nous, on vient un peu, excusez l'expression, mais patcher ces trous-là. Donc, on offre des services qui ne sont pas offerts ailleurs aussi par manque de ressources ou par organisation différente. Puis on fait de notre mieux avec ça, mais malheureusement, je l'entends vraiment trop souvent. Ouais, j'ai pris une petite section de vie. Là. Moi, au primaire, on m'avait mis un casque d'écoute sur la tête. Puis le prof avait genre. Puis on parle d'anciennes méthodes. Je pense plus que ça se fait. Là. Ah, des systèmes FM? Je pense peut-être que ça oui, se fait demain. Encore, oui. Ah, ça reste encore? Oui, avec le micro du prof et les écouteurs de l'élève pour qu'ils se concentrent sur ce son-là. Là, oui, puis tout le plan d'intervention. Puis on parle primaire, là, à ceux qui nous écoutent. C'est bon, il faut plus qu'il soit en arrière, il faut qu'il soit en avant, il faut qu'il soit capable. Il y a des choses que je trouvais que ça fait du sens, mais le sentiment d'être à l'écart de tout, on va prendre ça de façon généralisée, mais de tous les non-neurodivergents, en tout cas, les neurotypiques. Ouais. Tu sais, de sentir comme t'es pas la coqueluche de la classe, là, on va dire ça mieux comme ça, ça m'a fait me cacher comme à la 4e année, là, oublie ça, mettre le casque à la tête, là, je vais rien savoir. Même si c'était quelque chose qui pouvait m'aider. Puis ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que ça ramène l'importance de la notion qu'on appelle le patient partenaire, c'est-à-dire d'inclure la personne qui est concernée dans les décisions. C'est-à-dire, si toi, t'aimes pas ça, porter le casque, à quoi ça sert qu'on t'oblige à le faire? Est-ce qu'on peut discuter ensemble de ton vécu? Dire, est-ce que c'est vraiment ça qui t'aide? Est-ce qu'il y aurait autre chose qui pourrait t'aider plus? Te faire tester des stratégies, dire, toi, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu trouves qui t'aide puis que tu es confortable? Un autre exemple, c'est j'ai beaucoup de jeunes qui utilisent des ordinateurs, par exemple, avec des outils d'aide technologique comme Lexibar, comme WordQ. C'est vrai, c'est de plus en plus généralisé. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Fait que déjà, ça déstigmatise un peu. C'est rare qu'un jeune maintenant est tout seul dans sa classe sans en avoir un, à moins qu'il soit très, très jeune. Donc, il y en a de plus en plus. Mais plus ils vieillissent, plus des fois, leur façon préférée de l'utiliser n'est pas nécessairement celle qu'on aimerait, nous, qu'ils utilisent. Fait que même si moi, je juge que cette fonction-là va l'aider, si lui, il la trouve plus dérangeante que d'autres choses, si lui ou elle la trouve dérangeante, cette fonction-là. Un exemple, ça peut être ce qu'on appelle la synthèse vocale, la voix qui lit notre texte au fur et à mesure qu'on l'écrit. La voix après chaque mot rendu au secondaire. J'en ai pas beaucoup des jeunes qui aiment utiliser ça.
Je sais pas c'est quoi ton expérience Je avec te ça. confirme qu'à un moment donné, c'est que ça devient gossant. Pour l'avoir testé, puis tu sais, j'ai accès à ça moi aussi. À un moment donné, je l'ai juste enlevé. C'est ça. J'ai dit là, wow, attends un peu, là. Parce que j'écris là, ça me dit là. J'écris le, je sais pas moi, le corridor. Ça veut dire le corridor. À chaque mot que je vais l'écrire, je l'entends. Ça. Là, à un moment donné, c'est trop. Fait que je préfère juste souligner mon texte à la fin, puis me réentendre tout ce que j'ai écrit. Parce qu'au fur et à mesure, c'est comme. L'oreille est trop. C'est une très bonne option aussi, tu sais. Puis c'est pas toutes les écoles, c'est pas tous les enseignants, les enseignantes qui permettent aux jeunes de faire ça. Il y en a qui disent c'est écrit dans ton plan que tu vas utiliser la synthèse vocale en écriture, donc tu dois utiliser la synthèse vocale en écriture avec toutes les fonctions d'activer. Oui, mon colonel. Ou bien que c'est un tout ou rien. Ben, soit tu l'actives, soit tu le désactives. OK? Mais tu as-tu fait essayer toutes les options? Fait que moi, souvent, ce que j'essaie avec mes plus vieux, mes plus vieilles, entre autres, par exemple au secondaire, qui viennent vraiment tanner de cette fonction-là, ils l'aiment pas parce que ça les ralentit puis que ça les mélange. Mais je me dis, OK, mais as-tu essayé de la mettre juste après les phrases? Donc, comme quoi, ça existe? Ben oui. Fait qu'on essaye des choses ensemble, puis je leur dis, OK, fais le test à l'école, à la maison, essaie. Qu'est-ce que tu préfères? Après tous les mots, après toutes les phrases seulement, ou seulement que toi, tu fais relire ton paragraphe après pour détecter? Qu'est-ce que tu trouves qui t'aide le plus? Puis qu'est-ce qui te fait pas perdre trop de temps non plus? Fait que qu'est-ce qui est efficace, puis qui est agréable pour toi, que tu sens qui t'aide? Puis on y va avec cette fonction-là, c'est correct. Fait qu'on explore ensemble, on fait essayer. Puis c'est ça, c'est de prendre en considération les besoins et les préférences de chaque personne. Parce que deux personnes avec le même diagnostic ou la même conclusion vont pas avoir les mêmes besoins, vont pas avoir les mêmes préférences, ne serait-ce qu'en termes de vitesse de travail. Ben c'est ça. Preach. Parce que j'utilise encore cet outil-là, mais je comprends ce que tu veux dire pour chaque mot. À un moment donné, l'oreille devient trop sensible, trop utilisée. Ouais. Mais en termes de juste l'utiliser à la fin, c'est comme si ma tête joue pas au tic-tac-toe, mais comment ça s'appelle? Tetris, ouais, c'est ça. À Tetris, mais un Tetris logique de texte. Donc, pour voir ma syntaxe, là, c'est tellement. Jamais je vais lâcher cet outil-là. Puis aussi, quand t'es bien fatigué puis il est rendu genre 22h30 le soir puis il faut que tu pousses encore à étudier, je recommande à tous de arrêter de lire, là, mettez votre texte sur, si vous voulez quelque chose de gratuit, sur Google Translate, dans votre langue, de votre choix bien sûr, puis faites juste... Ça, ou même, moi j'utilise mon téléphone Microsoft Lens, je fais juste photographier ma page puis il va nous relire ce qui est inscrit. Si vous avez un document Word aussi, il y a une fonction lecture à voix haute directement dans Word. C'est une voix robotisée, mais ça fait la job. C'est gratuit dans Word. Oui, c'est ça. C'est bien parce que pour ceux-là qui n'ont pas accès, mais qui n'ont pas accès nécessairement à WordQ, c'est une bonne option. Puis même des fois, moi avec le cégep, j'ai accès à avoir, mettons, mes livres en formule PDF pour me les faire lire, mais c'est pas tous mes livres qui sont accessibles. Maintenant, les livres de français ou les livres de philo, les livres de lecture, avec les droits d'auteur, bon, il y a eu comme ben de la merde, on va dire ça de même en bon québécois. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement tout le temps accès aux livres audio. Il faudrait comme en payer une deuxième version numérique. Fait que là, c'est des frais supplémentaires. Mais depuis qu'on a présenté le Microsoft Lens, je suis comme un peu accro. Ben oui, puis ça arrive tout le temps au secondaire. En plus, moi, ça, j'en reviens pas. Des jeunes avec un trouble du langage ou un trouble d'apprentissage, que quand ils lisent un texte, par exemple, de 2, 3, 4 pages pour un examen de lecture, ils ont le droit à tous leurs outils. Fait qu'ils ont le droit de le faire lire par l'ordinateur, ils ont le droit de l'annoter, puis après ça, ils peuvent répondre à leurs questions. Après ça, la semaine d'après, il faut qu'ils fassent un examen de lecture sur un roman qui est papier, parce qu'ils n'ont pas la version numérique. Ils en numérisent de plus en plus, mais c'est vraiment pas tous les livres, puis ils n'ont pas le droit de l'annoter parce qu'il appartient à l'école. Fait que ce jeune-là qui a besoin que l'ordinateur lui lise le texte et qu'il puisse l'annoter pour bien le comprendre, tu vas lui demander de faire cette même tâche de compréhension-là, mais sur un roman qui n'a pas le droit de l'annoter puis qui n'a pas le droit de faire lire par un outil. Je veux dire, c'est la situation la plus difficile, puis c'est dans celle-là qu'il n'y a pas d'outils. Fait qu'on travaille de plus en plus à mettre des choses en place pour compenser ça, mais c'est vraiment pas une situation parfaite. C'est dommage parce que c'est le contexte le plus difficile. Ben c'est ça. Moi, je vois ça un peu comme, si je peux faire un parallèle, c'est comme de clouer un clou, pas de marteau. Mais c'est ça. Essaye de faire quelque chose avec ça. Je veux dire, bonne chance. T'essayes de le mettre dans du styrofoam, peut-être. T'essayes de le mettre dans du bois, bonne chance. On pourrait même revenir aussi à le professeur qui est comme dans toute cette zone de besoin puis avec l'élève, puis aussi le domaine de l'orthophonie. Je pense que c'est un peu ça que je veux dire par la culture du changement, parce qu'on dirait que avec notre discussion, il y a comme un temps figé dans les salles de classe, par exemple, mettons, salle de classe de français, où ils vont peut-être s'essayer, il y aura peut-être une nouvelle vague qui va essayer de jeunes professeurs comme, oui, là,
on va se mettre à jour, mais versus, je comprends ce que tu veux dire, parce que c'est pas tout le monde qui est au courant ou qui a entendu le petit oiseau dire comme « Hey guys, il y a des choses qu'il faut qu'ils changent. Puis ça, moi j'en parlais tantôt, c'était en lien avec les orthophonistes. Fait en orthophonie, même si on a une formation, je veux dire, ça prend une maîtrise à être orthophoniste. On a tous et toutes fait de la recherche à l'université. On est capable de lire des recherches scientifiques, de comprendre ça quand c'est dans notre domaine. Ça fait partie de notre formation parce que c'est important pour qu'on puisse se tenir à jour. Si tu n'es pas capable de lire des résultats de recherche scientifique dans ton domaine, tu ne tiendras pas à jour puis tu ne pourras pas demeurer pertinent dans ce que tu fais. Pertinent. Le problème, c'est que les enseignants et les enseignantes, ça fait pas toujours partie de leur formation. Puis ça, c'est pas de leur faute. Mais non, c'est pas dedans. C'est pas dans le curriculum. Non, c'est ça. Fait que quand c'est pas dans le curriculum, comment on peut s'attendre d'eux et d'elles qu'une fois sur le marché du travail, en plus de la charge de travail énorme qu'ils ont, j'admire énormément leur travail, là, moi, je serais pas capable d'être dans une classe à tous les jours. Il y en a qui disent que tu serais pas capable de faire ce que moi j'ai, c'est-à-dire avoir que des élèves qui ont des besoins particuliers à tous les jours. Mais moi, c'est gérer les classes toute la journée comme ils font que je trouve incroyable, très, très difficile. Donc, c'est ça. En plus de tout ça, il faudrait qu'ils réussissent à se former continuellement, à lire ce qui ressort des études en éducation, parce que c'est une science, l'éducation. On le sait, là, il y a plein d'affaires. On le sait ce qui marche, on le sait ce qui marche pas. Puis c'est pas toujours transposé dans les écoles parce que la formation leur permet pas d'accéder à ça. On leur dit pas comment aller le chercher, on leur dit pas comment le comprendre. Il y en a qui l'ont découvert par eux-mêmes, mais ça fait pas toujours partie de la formation, malheureusement. Donc ça fait partie des gros changements que je pense qui doivent avoir lieu. Puis en ce moment, je pointe pas le doigt sur personne. Là. C'est pas la faute des enseignants, des enseignantes qui sont dans le réseau en ce moment. C'est pas la faute des enseignants, des enseignantes dans les programmes d'enseignement non plus, parce qu'eux, ils se font dire qu'est-ce qu'ils doivent enseigner. C'est pas eux et elles qui le décident non plus. Donc, c'est de trouver la racine du problème et de leur permettre d'avoir ces outils-là. Je pense qu'on pourrait juste mettre le doigt sur un mouvement de société. Ah, absolument. De façon générale, en fait, le niveau de littératie dans la société est malheureusement beaucoup trop faible, ne permet pas à tout le monde d'accéder à tout ce monde d'informations-là qui nous parviennent par écrit tous les jours. Puis, puis il ne permet pas non plus aux professionnels d'avoir le niveau de littératie scientifique qui est nécessaire pour bien faire leur travail. Donc, moi, je pense que ça devrait être la base dans tous les domaines, en fait, qui sont des sciences, là. Puis, donc, tous les domaines dans lesquels il y a de la recherche, c'est-à-dire presque tout, les professionnels qui travaillent dans ce domaine-là doivent être capables de lire et de comprendre les dites recherches et d'y avoir accès. Et ça, c'est comme de base. Pour avoir des services de qualité, en fait, ça passe par là. Puis dans le domaine des sciences de la santé, c'est de plus en plus reconnu, ça, puis ça fait de plus en plus partie des formations. Mais dans le domaine des sciences sociales, malheureusement, c'est pas encore généralisé. Fait que ça, c'est un progrès qui pourrait faire une grosse différence, à mon avis, dans nos écoles. On va toucher du bois. Oui, on va toucher du bois, faire un gros souhait. C'est un gros souhait Père Noël, comme je les appelle. Oui, on s'en jase en 10 ans, peut-être. C'est ça, à suivre. Mais tu sais, c'est ça, c'est un volet qui est tout le temps en cheminement, puis on espère qu'un jour, ça soit plus facile pour tous, là. Oui, c'est ça. Puis si je peux préciser aussi, tu sais, c'est facile pour moi, dans un certain sens, de critiquer dans le sens où je suis de l'externe, tu sais. Je l'ai pas fait, moi, le programme en enseignement, mais je parle pas juste comme professionnel qui voit de l'extérieur qu'est-ce que, dans mes relations de travail avec les enseignants, les enseignantes, les orthopédagogues, comment ça se passe, mais je parle aussi comme personne aussi, qui a beaucoup de personnes dans son entourage qui sont passées par ces programmes-là, qui travaillent dans ce milieu-là, puis qui partagent leurs expériences. Fait que j'essaie de partager un peu leur voix aussi. C'est pas juste moi, comme orthophoniste, qui vois ces lacunes-là dans la formation des enseignants et des enseignantes, mais c'est aussi les enseignants et les enseignantes eux-mêmes. Fait que c'est pour ça que je relais leur voix. Mais ça me fait plaisir de te donner une tribune. Puis en fait, honnêtement, c'est pour ça que j'ai parti le podcast. Comme on dit, c'est amazing. Amazing, oui. Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi, Simon. C'est ça. Mais tu sais, un peu si on continue dans l'ordre d'idée de ce que tu disais, tu sais, si tu avais à définir le développement humain, tu le définirais comment? Dans quel sens? Ben, je sais pas si tu peux, mais j'ai été réfléchi à plein de choses, mais tu sais, on parle d'ensemble de recherche scientifique, de comment on peut aborder ça au niveau de l'école, puis tout ça. Mais je pense qu'on peut peut-être essayer de faire un lien avec comment on peut aller voir le côté développement humain, c'est comment le jeune se développe, comment, tu sais, avec l'éducation qu'il a reçue. Je sais pas, c'est pas si clair que ça. Mais c'est par...
il y aurait plein de mouvements. Si on met un aspect de philosophie, il y aurait plein de mouvements de pensée pour comment un humain se développe. Ça, on peut s'entendre là-dessus. Mais on voudrait avoir ta version à toi, ton opinion à toi, de comment, selon la vision de l'orthophonie, une personne qui a des besoins, ou juste un humain simple en général, pourrait bien se développer. C'était un peu ça, l'angle de la question. Eh ben, c'est large comme question. Si tu veux, on a du temps, si tu veux. Mais c'est dur à dire parce que je suis vraiment pas une professionnelle de tous les domaines de développement, puis que c'est ça, c'est très, très poussé comme recherche dans tous les domaines différents. Puis, malheureusement, ça se fait des fois un peu en silo aussi, fait que c'est dur de comparer. Si je peux parler sur ce que je connais, je pense que je dirais, on le sait qu'il y a une interaction entre l'aspect génétique, avec quoi on est directement, ce qui nous est transmis de nos parents par hérédité, puis ce qui nous appartient aussi à la naissance, avec nos mutations génétiques aussi et tout. Donc, on n'est pas juste la génétique de nos parents, mais aussi beaucoup l'influence de notre environnement. Fait que les gens autour de nous, le milieu, les opportunités qu'on a de nous développer, tout ce qui est matériel aussi. Donc, la stimulation qu'on reçoit. Puis, par exemple, au niveau du langage, bien, c'est ça. On n'est pas tous égaux sur le plan du langage, de la communication, des apprentissages. Il y en a qui naissent avec certaines ressources déjà ou avec certaines habiletés que d'autres n'ont pas, malheureusement. Il y en a qui naissent avec des fragilités aussi. Mais ensuite, l'environnement puis les ressources qu'on a autour de nous vont venir mitiger un peu tout ça. Ça va venir jouer dessus. Fait qu'il y a des enfants qui naissent avec des petites fragilités un peu, mais qui ont un environnement qui est tellement soutenant, tellement stimulant, qui est tellement là pour eux que finalement, ils ne développeront pas de difficultés dans leur vie. Ils vont bien se développer. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont nés avec un super beau package. Il y avait tout ce qu'il fallait à la naissance, la génétique est de leur côté, mais que malheureusement, leur environnement n'a pas été à la hauteur pour diverses raisons. On peut penser par exemple aux situations de négligence ou des choses comme ça. Puis là, ça peut causer des difficultés, même si l'aspect génétique allait bien. Puis évidemment, il y a tout ce qui est entre les deux aussi. Donc, à naître avec une fragilité ou avec des difficultés déjà, il y a des enfants qui naissent qui ont... Même s'il y avait le meilleur environnement, s'ils développeraient des difficultés pareilles, parce que génétiquement, il y avait trop de prédispositions. Fait que c'est tout ça qui vient jouer ensemble. Fait que oui, tout ce que nous, on peut faire autour, ça va aider, ça va donner une chance, mais des fois, on peut pas non plus complètement renverser la génétique. C'est super intéressant à savoir, parce que quelqu'un de général qui dirait tout m'arrive parce que ça vient de moi personnellement, ben non, il y a aussi l'influence de ton environnement, de la société qui s'applique sur toi. Oui, puis il y a des parties de ton environnement que tu choisis. En fait, il y a une partie que tu as un contrôle, mais il y a une partie que tu n'as pas de contrôle non plus. Quand tu vas à l'école, tu les choisis pas, tes enseignants, tes enseignantes. Tu choisis pas les parents avec lesquels tu nais. Tu choisis pas ton niveau socio-économique. Par contre, quand tu deviens un adulte, par exemple, tu peux choisir, pour ceux qui ont cette chance-là, tu peux choisir ton domaine dans lequel tu aimerais travailler et donc tu vas choisir les difficultés auxquelles tu vas te confronter. Quelqu'un qui sait que la lecture, l'écriture, c'est extrêmement difficile, par exemple, mais il y a le choix entre aller dans un domaine qu'il va vraiment avoir besoin de lire puis d'écrire à un niveau soutenu à tous les jours ou un domaine dans lequel ça ne sera pas nécessaire. Donc, c'est tous des choix qu'on peut faire de plus en plus rendus adultes. Les enfants, malheureusement, n'ont pas toujours ce choix-là. En 4e année, tu es dans une classe de 4e année, tu apprends ce qu'on t'apprend. Mais quand tu deviens adulte, tu peux un peu plus modeler ton environnement comme ça pour bien te développer. Fait que tu joues de plus en plus un rôle actif, mais effectivement, tout est interrelié puis on ne peut pas les dissocier. Ça, puis j'ose espérer que, rendu à un âge adulte, la personne va avoir développé les outils pour bien fonctionner. Moi, j'ai réussi avec le temps à développer mes façons de travailler, mes techniques pour bien réussir, bien performer, même si le français, c'est pas ma force. Avec justement la dyslexie, l'orthographie, on s'entend que bien souvent, je suis encore mes collègues, puis vous allez corriger, mais je suis le cerveau de l'équipe, puis eux autres, ils font juste retranscrire tout pour moi. Puis même si quand j'ai un travail à faire seul, ben, j'ai découvert plein d'outils avec le temps, entre autres, pour ceux qui ne savent pas, mais dans le Google Documents, tu as la saisie vocale. C'est pas ton meilleur ami, là, je vous dis tout de suite, il faut que tu watches un peu quand tu parles au fur et à mesure. Microsoft, là aussi. Mais moi, ça a changé ma vie dans les 3 dernières années. Ouais, c'est vraiment pas un outil parfait, mais ça peut être une bonne base pour déjà enlever une certaine charge cognitive. Fait que, si tu dictes ton texte et qu'après ça, tu corriges qu'est-ce qui reste, c'est déjà plus facile que de devoir l'écrire au complet. Tu peux te concentrer sur vérifier justement le corriger plutôt que d'être surchargé par le fait de devoir l'écrire toi-même. Tu mets ton énergie sur la partie la plus importante.
Parce que souvent, moi, le verbal, c'est pas un problème. Après ça, quand je l'idée elle part de mon cerveau puis elle se rend à mes doigts, il y a comme une coupure à quelque part qui se fait des fois. Là. Fait que je suis comme, oh, attends un peu. Oui, puis ça, c'est quelque chose qui est très intéressant en trouble d'apprentissage aussi, puis en apprentissage de façon générale, ça touche le langage, puis ça touche plein d'autres sphères de développement. C'est le concept de surcharge cognitive, en fait. C'est quelque chose qui est très intéressant puis qui est pas très... c'est pas tout le monde qui le connaît, mais ça permet vraiment de bien expliquer certaines difficultés puis pourquoi certains jeunes ont certaines habiletés puis nous permettent pas de les démontrer dans d'autres contextes. Fait que, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on a tous certaines habiletés, mais ça prend une certaine charge cognitive, un peu comme une piscine de cerveau, finalement. On a une piscine dans notre cerveau avec une certaine quantité de, par exemple, d'attention, de concentration. Puis chaque tâche qu'on va faire, chaque habileté qu'on va aller chercher, va prendre une partie de l'eau dans cette piscine-là. Ce qui fait qu'une personne qui n'a pas de difficulté d'apprentissage, par exemple, générer ses idées ou structurer ses phrases, c'est toute la partie langage oral quand elle va écrire un texte, va lui prendre une petite partie de cette piscine-là. La partie écriture, orthographe, soit le doigté au clavier, soit le geste moteur, comment j'écris les mots, comment j'applique les règles, va prendre une autre petite partie de cette piscine-là. L'aspect correction au fur et à mesure, par exemple, va prendre une autre partie, etc. Ce qui fait que si tu as assez d'eau dans ta piscine, tu es capable de faire tout ça en même temps. Quelqu'un qui a un de ces aspects-là, une seule de ces habiletés-là, qui est beaucoup plus difficile, bien juste faire ça va prendre une grande partie de l'eau de la piscine. Ce qui fait qu'il ne reste plus assez d'eau de piscine pour les autres habiletés. Fait qu'il y a quelque chose qui va prendre le bord. On ne peut pas tout faire en même temps s'il y a une habileté qui prend trop d'attention, trop de concentration. Ce qui fait que soit tu ne seras pas capable de le maintenir assez longtemps, tu vas tout faire en même temps, mais vraiment pas longtemps, ou soit il y a quelque chose qui va prendre le bord. Fait que tu ne seras pas capable de te corriger en même temps, ou bien tu vas vraiment te concentrer sur comment c'est écrit, mais tu ne pourras pas te concentrer sur tes structures de phrases, sur le vocabulaire que tu utilises, sur comment tu enchaînes tes idées. Fait qu'il y a quelque chose qui va prendre le bord. Fait que toutes ces choses-là, ces habiletés-là qui sont impliquées dans n'importe quelle tâche qui peut être difficile pour les jeunes qu'on voit, n'importe laquelle de ces habiletés-là, si on vient la travailler, la rendre plus automatique, fait que ça demande moins d'énergie, mais ça va laisser plus d'eau de piscine pour ce qui est difficile. Puis de la même façon, si on travaille l'habileté qui est difficile, ben, elle va prendre moins d'eau de piscine, puis elle va en laisser plus pour celles qui sont faciles. Fait que c'est pour ça que des fois, il y a des habiletés que les jeunes ont, puis qu'ils ne les démontrent pas dans certains contextes, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent interférer. Oh, c'est super. Je trouve que là où est-ce que personnellement j'ai eu des difficultés, j'ai dû compenser, puis je trouve ça incroyable que j'ai dû pousser à trouver mes propres outils dans ma boîte à outils, puis ça m'a aidé à être mieux organisé, à faire... écoute, je fais des équipes, je fais des travaux d'équipe, là, puis je suis promis à faire... Là, voici le document organisation, voici le document communication, puis je vais tout setter ton drive. Oui, parce que tu as pris l'habitude, parce que ça t'enlève une charge. Oui, je suis en train de faire le pitch à tout le monde oui, c'est ça. à l'école. Mais oui, puis tous ceux... Enfin, j'ose espérer qu'avec tous ceux que j'ai travaillé, ils n'ont que des bons commentaires. Puis, une autre affaire, c'est ça aussi que je veux dire par charge mentale à 22h30 le soir. Là. Écoutez ce que mon texte dit ou le texte que je reçois avec, moi j'ai utilisé Google Translate parce que c'est le plus gratuit puis le plus facile que j'ai trouvé, mais c'est juste génial. Oui, je peux lire le texte, mais à un moment donné, c'est que ça me prend plus d'énergie, lire, le mettre dans ma tête, puis là, je vais vous tenir la main, là, puis je vais vous suivre dans mon petit chemin de pensée. Là. On t'accompagne. Donc, voici mes yeux, je regarde l'écran. Déjà, c'est une étape. Ça a l'air de rien, mais c'est déjà une étape. Oui. Après, là, j'essaie d'avoir une compréhension, mais c'est même pas une compréhension, je regarde l'image de tout ce qui est devant moi. Ça veut dire comme, voici plein de mots. Déjà, ouf, c'est une charge. Puis après, je retire la matière, j'essaie de me l'approprier, de l'intégrer à moi. Voici une autre. Déjà là, on est rendu à quoi? 4, 5? Plusieurs choses. Plusieurs choses. Puis c'est même pas comme j'ai compris, c'est juste je suis en train de l'enregistrer parce que cette étape-là va recommencer 3, 4, 5 fois du début à chaque fois. Puis quand t'es fatigué, puis quand t'en peux plus, oui, c'est ça. Quand on est fatigué, en plus, notre piscine d'attention, elle a moins d'eau dedans. Là. Fait qu'on en a moins à distribuer. Fait que les mêmes tâches quand on est reposé puis quand on est fatigué, c'est pas la même chose. Effectivement. Fait que des fois, on est capable, des fois, on n'est pas capable. Ça dépend des jours, ça dépend des moments de la journée, ça dépend de ce qu'on a fait avant aussi. C'est ça, faut se donner le temps de compresser de temps en temps, là, de dire, écoute, là, à un moment donné, c'est que ça chauffe là, avant que la boucane sorte par les oreilles. Là, Absolument. Stop.
Ouais. Puis j'ai aimé aussi ce que tu as dit. Je trouvais ça intéressant par rapport à corriger, par exemple, être capable de lire le texte, parce que ça, c'est quelque chose que moi, je trouve intéressant. Je sais pas si vous allez trouver ça intéressant aussi. Mais moi, quelque chose que j'ai bien aimé savoir, c'est que notre cerveau, il triche, en fait. Il prend des raccourcis tout le temps. Constamment. Puis c'est comme ça aussi que ça marche un peu, certaines illusions d'optique, par exemple. C'est de dire que notre cerveau, il voit qu'est-ce qu'il pense voir, il entend qu'est-ce qu'il pense entendre, il lit qu'est-ce qu'il pense lire. Puis il triche parce qu'il peut pas tout analyser tout le temps, c'est trop d'informations. Puis c'est comme ça que des fois, il peut y avoir, par exemple, quelque chose qui passe dans notre champ de vision puis qu'on le voit pas parce qu'on était concentré sur autre chose. Peux-tu lancer un exemple? Absolument. Ça m'est arrivé aujourd'hui, OK? Je fais un travail, un TP en droit d'affaires, puis là, je relis la question, puis c'est vraiment simple, tu sais, chaque fois que tu dis « est-ce que quelque chose qui suit », ben, j'ai juste fait « est-ce », tu sais, j'étais convaincu que le que était là, mais non. Tu l'as entendu puis il était pas là. Il était là, il était intégré dans ma tête, tout était là, mais l'illusion, comme tu dis, en appliqué, le que était disparu. Absolument. Ça arrive souvent, des choses qu'on dit puis qu'on est sûr qu'on a bien dit, puis il y a quelqu'un après qui nous dit « Ah, pourquoi t'as prononcé ça de même? » Ben non, j'ai pas prononcé ça de même. Mais notre cerveau a entendu qu'est-ce qu'on sait qu'on a dit, fait qu'est-ce qu'on pense qu'on a dit, fait que nous, on le perçoit pas comme les autres. Fait que notre cerveau, il triche tout le temps. Il prend tout le temps des raccourcis comme ça parce que c'est trop demandant. Sinon, analyser toutes les informations qui nous parviennent, visuellement, par nos oreilles, par notre toucher, etc. Donc, ça fait beaucoup trop d'informations. Fait qu'il triche. Puis un autre exemple, c'est corriger des textes, en fait. Donc, ouais. Encore là, notre cerveau, il lit qu'est-ce qu'il pense avoir écrit. Ça vous est-il déjà arrivé d'écrire un texte, de le relire? Puis même pas obligé d'être un long texte, ça peut être une phrase. Le relire, on trouve pas de faute. On le relit quelques semaines après, ou même des fois juste une heure après, le lendemain. Puis on est comme, ben voyons donc, la faute est claire, là. C'est évident, ça fait pas de sens. Pourquoi je l'ai pas vu? Je dois admettre que moi, là-dessus, j'ai abandonné, puis c'est un long abandon constant. Le seul qui peut m'aider, c'est mon cher ami Antidote, puis même là, je suis pas... Mais c'est ça. Ça, c'est je vais juste faire une petite tollée là-dessus, là. On doit être des experts techniques sur nos propres champs de compétences, puis sur nos propres difficultés, puis nous compenser. Ça veut dire en clair que je dois être un expert de traitement de texte, d'écriture dans la grammaire de français, et d'utiliser le logiciel Antidote. Parce que des fois, Antidote, c'est juste des 1 et des 0 qui m'aident à comprendre le français, puis il n'y a pas toujours raison, puis il faut pas toujours que tu dépendes de lui, mais quand tu es convaincu dans ce que tu disais. Tu les vois pas, tes erreurs, ton cerveau les voit pas. T'es convaincu que c'est super bon, donc tu fais bon ben Antidote il me dit que j'ai pas d'erreur ou un peu, mais toi ça fait du sens puis tu penses qu'il se trompe, mais correct, tu remets ton texte puis au final 50%. Grosse exagération, mais. Puis il y en a là-dedans, c'est des fautes niaiseuses, comme on dit. Là. Oui, c'est ça, mais que tu les as jamais vues, là, alors que tu la connais, la règle. Mais c'est ça, c'est parce que c'est tellement demandant pour notre cerveau de tout redécoder qu'il lit qu'est-ce qu'il pense avoir écrit. Fait qu'il existe plusieurs stratégies de correction pour compenser ça, pour le contourner un peu, mais la meilleure, en fait, c'est d'attendre avant de corriger. Fait que moi, la première chose que je dis à mes élèves, en fait, c'est que tu corriges jamais un texte immédiatement après l'avoir écrit, à moins que tu n'aies vraiment pas le choix. Tu le fais plus tard. Fait que comme ça, ton cerveau s'en souvient moins bien, puis ça va être plus demandant de corriger, parce qu'il va falloir que tu décodes plus, mais tu vas plus les voir, tes erreurs. C'est à ça aussi qui sert Antidote. C'est à contourner cette tricherie-là du cerveau, qui est encore plus présente chez les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, parce que ce serait encore plus demandant pour leur cerveau de tout redécoder. Fait qu'ils trichent plus. Fait qu'ils les voient moins, leur faute. Je me souviens encore du cauchemar de relire ton texte d'en bas vers en haut, sur du papier avant Antidote, là, puis avec des codes de couleurs, puis comme tu vois, que voici mon œuvre d'art. Ouais. Oui, non, c'est ça. Il y en avait du rouge, du bleu, puis du jaune à toutes les places, là. Oui, c'est ça. C'est une autre stratégie qui aide certaines personnes de lire de bas en haut, ou à la limite en inversant les paragraphes ou en inversant les phrases. C'est quelque chose qui peut être fait. Des fois, changer la police d'écriture. Ça marche pas pour tout le monde. Je sais pas si c'est une stratégie prouvée, mais il y a des personnes que ça aide. Parce que vu que tu changes la police, il faut que tu te concentres un petit peu plus pour la lire. Fait que ça peut aider. Sinon, changer la grosseur, l'espacement. Tu sais, jouer un peu là-dessus pour essayer de tricher toi aussi à ton tour, de tricker ton cerveau, si on peut dire. Là. Ça reste dans la mesure du possible. Maintenant, je prends l'exemple. Présentement, on est dans les examens. Je fais une session ici au cégep. Là, c'est vendredi prochain, philosophie. Lundi suivant, c'est les examens de français. Où tu as un 4 heures pour la majorité écrite à la main. Donc là, c'est comme. Tu peux pas faire ça. C'est impossible de dire je vais.
C'est dommage, parce que dans la vie de tous les jours, tu peux le faire après ça comme adulte. C'est rare que c'est vraiment important que ton texte n'ait pas de faute, mais que tu n'as pas le temps. Tu peux pas te dire, je vais le corriger dans 1 heure. Tu peux pas aller prendre une pause, faire autre chose, puis revenir après. Fait que moi, maintenant, c'est tout le temps ça que je fais. Non seulement je passe tous mes rapports, mes productions, puis j'ai pas de difficulté en lecture, en écriture, mais je les passe toutes en antidote pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui m'a échappé, puis je les relis tous le lendemain. Fait que si je termine un rapport le lundi, je le corrige le mardi. Fait que je l'envoie jamais le jour même que je l'ai fini, parce que je n'évarie pas mes fautes dedans. Donc, on n'a pas le choix de le faire comme ça, parce que justement, Antidote n'attrape pas tout. Antidote n'est pas un outil parfait. Puis souvent, les profs sont réticents aussi à laisser les jeunes utiliser Antidote, parce qu'ils disent, ben oui, mais ça va corriger le texte pour lui ou pour elle, tu sais, c'est bien trop facile. Non. Absolument pas. Tout ce que ça va faire, c'est pointer les endroits où on se questionne, pas tous, mais une partie, puis lui proposer des explications, puis après ça, il faut que le jeune se questionne sur c'est quoi ma règle déjà. Fait que ça nous prouve s'il connaît ses règles. Parce que s'il fait juste appliquer toutes les corrections d'Antidote, il va pas nécessairement avoir moins de fautes que s'il l'avait pas utilisé. Il faut vraiment toutes les analyser, toutes les propositions, puis c'est là qu'on voit vraiment est-ce que le jeune ou la jeune maîtrise ses règles de grammaire, par exemple, ses règles d'orthographe. Puis ça va le faire apprendre ou la faire apprendre aussi pour la prochaine fois mieux les retenir. Ben oui. C'est un très bel outil d'apprentissage. Avec la fameuse petite phrase soulignée en jaune, pointillée, là, ta faute, elle peut être quelque part bien avant ou bien après ou dans le milieu. T'as aucune idée c'est où, t'as aucune idée si c'est correct puis c'est Antidote qui le voit pas. C'est ça, ou la tournure de phrase que toi tu lui donnes, elle est correcte, mais Antidote lui la voit d'une autre façon, donc là à ce moment-là, tout le temps. Fait que c'est ton ami, mais c'est pas ton meilleur ami. C'est ça. Puis plus ton langage devient soutenu, moins Antidote est capable de le corriger efficacement. You and me, on se comprend. Tout le temps. Je veux dire, c'est le mot là, juste donner un exemple, il peut être genre 20 mots en arrière sur genre, le surlignement, puis t'es comme why? Genre, ça servait à quoi de me faire paniquer pour rien? Absolument. Ça, moi j'ai un peu give up sur cette partie-là. Je corrige tout le reste, et après ça, je me dis, avec le temps que j'ai, ça vaut pas la peine que je m'attarde à ça. Oui, puis il y a ça aussi, c'est de dire, tu sais, on la met où la limite de qu'est-ce qui est utile, de qu'est-ce qui est pertinent. Tu sais, je le vois souvent aussi avec les jeunes avec qui je travaille, c'est de dire, est-ce que je vais vraiment m'attarder sur cette règle-là ou est-ce qu'on va mettre notre énergie sur autre chose de plus utile? Parce que des fois, je comprends là, que les profs n'ont pas le contrôle sur le programme, mais il y a des choses qu'il faut que les jeunes maîtrisent. Par exemple, telle règle de grammaire à tel niveau, il faut que ce soit maîtrisé. Puis là, ils vont perdre des points dans leurs examens s'ils ne les maîtrisent pas. Je suis comme, OK, mais est-ce que son message est compris? Est-ce que cette règle-là va faire que les personnes qui vont lire son texte ne comprendront pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut dire? Ou est-ce que ce qui va le plus lui nuire, c'est, par exemple, que sa phrase est drôlement construite. C'est comment ses idées sont bien organisées, sont bien développées. Fait que des fois, moi, j'aime mieux amener certains jeunes à développer beaucoup plus leurs idées, à les élaborer, à les rendre claires, à varier leur vocabulaire, leurs phrases, puis à laisser des fautes dedans, parce qu'on va comprendre pareil. Le but des règles de grammaire puis d'orthographe, en fait, c'est d'aider la lisibilité du texte, c'est de rendre ça plus clair. Fait que, si ça ne rend pas ça plus clair, à quoi ça sert? C'est un peu controversé comme opinion, mais moi, je suis vraiment... Je suis tout à fait d'accord. Puis, tu sais, ça me fait penser, justement, hier, on est venu travailler quand même au cégep malgré le fait que c'était une journée de congé. Et on s'est dit, on va faire un petit brunch. Puis, bon, fait que, il y a un des intervenants ici au cégep, que je salue, Jocelyn. Il fait un beau petit post Facebook. Et là, je dis, hey, ça me fait plaisir. Puis, j'ai fait une faute de français vraiment niaiseuse, mais tu sais, pour le moment, c'était sur le moment présent, puis pas grave. Mais il y a possiblement un ancien professeur ou quelqu'un qui a pris la peine de, pas forcément s'excuser, mais de dire désolé si ça peut te vexer, mais t'as fait une faute de français, c'est ça, là. OK. Là, j'ai regardé mes collègues, j'étais comme, OK, mais tu sais, moi je m'en fous. Le message est compris. Tu as compris mon message, ça n'a pas nuit à ta compréhension. Tout le monde est heureux ici. Parfait, c'est la faute, on s'en fout. Exactement. Je suis parfaitement d'accord. Des fois, c'est ça. L'important, c'est de se faire comprendre, je pense. Tout à fait. Puis c'est dommage parce que c'est encore vu par beaucoup de gens puis par beaucoup de milieux comme étant une marque de bonne communication, le fait de ne pas faire de fautes. Puis c'est vu comme étant pas professionnel de faire des fautes dans beaucoup de milieux. Puis ça, c'est extrêmement dommage parce que d'un, c'est discriminatoire envers les personnes pour qui c'est pas réaliste. Ça fait que des fois, ils vont pas se tourner vers ces domaines-là, même si ça les intéresserait, juste parce qu'ils savent que ça va être mal perçu. Il y a des personnes qui sont perçues comme étant pas professionnelles dans ces milieux-là, alors qu'elles le sont énormément, mais c'est juste qu'ils font des fautes, c'est pas de leur faute.
Puis il y a aussi sur tout l'aspect aussi réseaux sociaux, les gens qui font des fautes, comment ils se font insulter là-dessus. Puis comme son opinion n'est pas moins valide parce que cette personne-là a fait des fautes. Je veux dire, il y a des personnes qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que nous, il y a des personnes qui ont des troubles d'apprentissage, il y a des personnes qui n'ont jamais été prises en charge, il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de scolarité. C'est très élitiste, en fait, s'attendre à ce que tout le monde écrive sans faire de fautes. Surtout sur, c'est 110 caractères sur Twitter, là, ou Ouais. 100. Un truc comme ça, oui, c'est ça. Tu sais, moi, ça m'est arrivé aussi même à l'interne du cégep, de faire un CV puis une lettre de présentation dans le cadre d'un cours, puis après ça, me faire dire c'est pas bon. C'est bon, mais c'est pas correct parce que tu as trop de fautes encore. Tu vas de la difficulté à avoir un job haut placé au moment où je venais tout juste d'avoir mon diagnostic puis que je commençais à savoir qu'il existait des plateformes, des logiciels pour m'aider à pallier à ça. Puis j'étais comme, attends un peu, là, donne-moi une chance. Ouais. Tu vois que je fonctionne bien dans la société ou dans le courant, dans la vie de tous les jours, que mes travaux d'équipe sont super bons. Mais juste parce que mon CV contient quelques fautes, je suis pénalisée, je crois pas à ça. C'est vraiment ça qui se passe dans la vie, puis c'est extrêmement dommage parce qu'effectivement, c'est élitiste, puis c'est discriminatoire, puis c'est le genre de choses qu'on, comme société, j'espère qu'on va éliminer. Ouais, en fait, je suis comme. C'est weird, là, mais je suis placé dans une zone grise présentement. Ouais. Parce que je suis vraiment d'accord qu'on doit respecter le contenu de notre message. Comme quand je communique avec toi, je lance ma perspective sur quelque chose. On fait de notre mieux pour comprendre, parce que c'est là le grand problème de la communication. C'est pas juste avec la langue, là, c'est comme ce que je te dis. Mais en même temps, je crois que c'est important pour la qualité de la langue, de la qualité de notre français ou la préservation d'un bagage historique, de avoir sa bonne santé. Puis je fais juste dire que c'est, mettons, à demi-ton, cette partie-là, ça serait pas à imposer aux autres. Ça serait simplement à pur but personnel de comme moi, je me lance le défi de, je sais pas, d'être capable de bien. Souvent, quand j'étais jeune, je trouvais ça juste incroyable, le vieux français. Tu sais, il y a tellement de, c'est tellement une langue, le français, mais qui est fluide puis qui est poétique, super détaillé. Puis c'est là que je trouve ça intéressant. Il peut y avoir souvent des personnes qui sont plus rigides que moi, ça c'est sûr. Puis des fois, ça n'a juste pas de bon sens. Mais à les côtoyer, ce que j'ai retenu d'eux, c'est que c'est pas qu'ils veulent te taper sur la tête. C'est plus te faire comprendre que le français, c'est tellement une langue qui est puissante, qui peut être bien parlée, bien écrite. Mais je pense que je vois ce que tu veux aller, oui, Simon, aide-moi là. un peu parce que... Parce que je vais te rattraper, je pense que tu veux faire ressortir la qualité du français. Il y en a des fois, on va le voir, là. Ok, attends un peu, là. Prends le temps de bien écrire ta phrase, où il manque des mots, où c'est pas complété, puis tu as un peu de misère à comprendre. C'est de là l'importance de la qualité du français, puis de l'enseignement du français, je pense. Mais, tu sais, je pense qu'il y a une limite à l'extrême aussi de dire que tu as quelques fautes sur ton CV, ben, tu seras capable d'avoir un job haut placé dans une entreprise en administration, mettons. En effet. Non, c'est ça. Puis Il y a personne un équilibre à demande trouver, d'être Cyrano de Bergerac. C'est ça, le top. Mais je trouve ça très noble de se dire, allons, essayons. Je suis pas en train de dire on doit l'atteindre, mais mettons au moins sur le chemin vers deux. Tu sais, d'avoir en banque un lexique peut-être oral et écrit et qui est comme plus grand que en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, juste être capable d'être un bon orateur. Je trouve pense que à l'oreille, pour moi, quand j'entends quelqu'un qui est capable de bien parler, elle me mise. Puis j'utilise l'anglais, mais c'est comme, je suis vraiment comme wow. Subjugué. Merci. Regarde, tu vois, c'est un excellent mot, subjugué, mais c'est pas tout le monde. J'entends pas ça chaque jour, puis j'aimerais en entendre plus souvent. Parce que si on revient avec l'influence de l'environnement, c'est peut-être là que la langue doit être le plus... c'est comme, tiens les rails les rails de quoi? Les rails de ton bateau. tiens les rails, tiens bon, parce que si t'es influencé par le groupe, ben la langue va être en bonne santé. Ben oui, ben
plusieurs choses là-dedans. Oui, j'écoute. C'est probablement mes notions de linguistique aussi en arrière. Je trouve ça très intéressant, analyser la langue qu'on parle d'un point de vue de linguistique. Mais plusieurs choses. Premièrement, je pense que c'est un beau et un grand privilège que d'avoir accès à ce niveau de langue-là, puis d'être capable de parler ce qu'on appelle un beau français. Je mets des très gros guillemets ici dans les airs, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à ça, puis effectivement, c'est élitiste, puis c'est discriminatoire. On parle de l'influence de l'environnement. C'est pas tout le monde que son environnement, ses parents, sa famille, son entourage parle un français soutenu. Il y a beaucoup de gens qui parlent un français très familier. Donc, si un enfant est exposé à ça, c'est ça qu'il va apprendre. Fait que de s'attendre de lui à qu'il parle un français soutenu, si c'est pas ça qui a été exposé pendant la majorité de sa vie, c'est pas une attente qui est réaliste. Puis c'est négliger, en fait, l'importance de l'environnement. Puis c'est négliger aussi un peu la pertinence de sa réalité. T'sais, c'est pas un français moins valide, un français qui est familier. Parce que, justement, d'un point de vue de linguistique, c'est quoi une langue? C'est ce que les gens parlent. C'est une belle question philosophique, ça. Une langue qui ne change pas, c'est une langue morte. Donc, le français a toujours changé. Il suffit de reculer quelques décennies, puis le français, autant le français familier parlé que le français soutenu, le français écrit a énormément changé. Puis il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Puis un bon exemple, c'est la grosse controverse qu'il y a eu récemment sur l'introduction du pronom « yel » dans le dictionnaire. C'est pas parce que un mot entre dans le dictionnaire qu'on est obligé de l'utiliser. C'est le contraire. C'est parce qu'il y a un besoin, parce que des gens utilisent un mot qui entre dans le dictionnaire. Parce que les règles autour d'une langue sont celles que les gens parlent. Si on change les règles qu'on utilise quand on parle, les règles officielles finissent par changer. Ça, j'ai entendu ça, un prof de français au cégep, je ne sais plus c'est qui, mais il disait que j'ai oublié le mot, le langage familier, c'est le moteur de la langue française, c'est ce qui le mode le plus. En fait, le langage soutenu, c'est un peu, je sais pas... On trouve ça beau quand on a le privilège d'y avoir accès, mais c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Ce qu'il y a de plus utile, c'est ce qu'on utilise au quotidien, c'est le langage familier. C'est ça notre langue, si je veux acheter des patates au marché, là, je veux que tu me comprennes que j'achète un livre de patates, puis c'est tout, là. Exactement. Fait que c'est ça la grande utilité de la langue, c'est de communiquer finalement. Qu'on le fasse dans une langue soutenue, fine, ça peut être beau, mais on n'a pas besoin d'un langage soutenu pour communiquer. Puis justement, faire des fautes, ça rentre là-dedans. Si notre message est compris, si on est capable de communiquer efficacement, la langue a joué son rôle. Ce qui fait que c'est correct qu'elle évolue avec le temps. C'est nécessaire si on veut pas qu'elle meure aussi, puis si on veut qu'elle réponde à nos nouveaux besoins. On en ajoute à tous les mots, toutes les années, tellement de nouveaux mots dans le dictionnaire qui ont rapport avec nos nouvelles inventions, avec la technologie, avec comment ça évolue. Pourquoi est-ce que ça, c'est accepté? Parce que c'est de nouvelles inventions, c'est des nouveaux mots dans notre vocabulaire, mais que les choses que nous, au quotidien, dans notre français familier, on utilise les nouveaux mots, mais ceux-là, ils n'auraient pas leur place. On les utilise autant, sinon plus que les autres. Fait que c'est vraiment, ça part des gens vers les règles, les langues. C'est important de respecter ça, je pense. Puis c'est dommage quand les règles à l'écrit ne respectent pas ça, puis nuisent à ce que certaines personnes compromettent finalement leur accès à cette langue-là puis à l'information. Parce que les règles de français en ce moment, puis le fait d'utiliser un français très soutenu à l'écrit, ça peut limiter l'accessibilité à l'information pour certaines personnes. Fait que ça aussi, c'est toutes des choses qui pourraient être revues comme projet de société, puis ça pourrait être très intéressant. Parce que c'est important pour tout le monde d'avoir cette égalité-là des chances face à l'accès à l'information. Puis malheureusement, c'est vraiment pas le cas. Pour faire de meilleurs choix. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je suis d'accord avec certaines choses de ce que tu dis, mais en même temps, il faut vraiment apporter une nuance. C'est vrai. Vas-y. Non, mais c'est une nouvelle fenêtre que j'avais jamais ouverte. Puis je comprends que le milieu de la personne au départ, si elle n'a jamais été habituée à ça, c'est clair. En fait, c'est parfaitement logique. Je reste quand même sur une position que c'est un bon but à atteindre pour une certaine... comment je pourrais dire ça? Comme quelque chose de poétique. Mais où je vais... Ça t'a changé un peu mon opinion. Peut-être que si sur une échelle de 10, je suis descendu un petit peu vers le bas. Petite victoire. Petite victoire. Non, mais c'est à prendre en considération. Puis ça lève
plein de questions comme qu'est-ce qu'une langue ou Il y a toute la notion culturelle aussi, vraiment. Il y a tellement des variantes culturelles qui ont été dévalorisées historiquement, alors que c'est des langues à part entière aussi, c'est des variations culturelles, des variations régionales qui sont vraiment importantes puis qui sont pas moins valides puis moins importantes puis moins belles que d'autres. Fait que dire que ça l'est, dire qu'une variante, entre autres, on l'a beaucoup vu dans l'Amérique anglophone, par exemple aux États-Unis, par rapport aux variantes, aux dialectes qui sont parlés par les communautés noires, par les communautés hispanophones aussi, lorsqu'elles parlent en anglais, de dire que c'est des dialectes, c'est des langues à part entière, c'est des variations culturelles qui sont valides puis qui sont pas moins bonnes que le dialecte, si on peut dire, qui est le plus répandu, mais qui ont beaucoup été dévalorisés pourtant puis qui étaient vus comme étant inférieurs. Fait que c'est important de mettre cette lunette-là historique aussi puis de regarder ça sur notre français à nous aussi. C'est le même principe. Oui. J'ai 2-3 exemples, mais je pense que le premier exemple, le terrain d'entente entre le soutenu et le familier, ça serait un autre prof de français du cégep qui a fait une petite activité française comme voyez-vous les belles sœurs de Michel Tremblay, qui a respecté la grande structure du français, mais c'est du grand langage familier, donc on dirait que c'est le meilleur terrain d'entente entre les deux. Puis encore là, il y a beaucoup de critiques là-dessus. Il y a plein de monde qui disent que c'est pas du beau français, puis que c'est pas littéraire, alors que finalement, je veux dire, c'est de l'art, c'est de la littérature. Oui, tout à fait. Puis le deuxième exemple, c'est par rapport à la lunette historique. Ouais. C'est notre influence de français envers, puis là, je m'excuse à tous ceux, là, je ne suis pas un expert, mais la lunette historique sur les Premières Nations, puis ceux qu'on a, tu sais, on les a clairement, ben il y a pas, c'est pas influencé, mais il y a eu un impact. Ça, c'est clair. Ah, absolument. Puis, bon, ça, c'était un petit grain de sel, parce que... Oui, la colonisation a eu un gros impact sur leur langue, sur la préservation de leur langue, de leur culture. On le remet absolument pas en question. Je suis pas du tout une experte de ces questions-là non plus, fait que je veux pas m'avancer sur un terrain que je maîtrise pas, puis c'est ça. Mais oui, c'est sûr que ça a eu un impact sur la préservation de leur langue, sur l'identité culturelle aussi, de dire qu'on dévalorise certaines langues plutôt que d'autres, puis qu'on essaie de forcer un peuple à apprendre une langue qui n'est pas la leur, puis qui ne correspond pas à leur identité culturelle. Très dévastateur sur l'identité. Puis ça, il suffit d'écouter des personnes autochtones qui l'ont vécu ou dont les ancêtres l'ont vécu pour le comprendre. Donc, oui, absolument. C'est important d'écouter c'est quoi la langue, c'est quoi qui permet aux gens de communiquer puis d'être respectueux de leur culture au travers de ça aussi. Parce que oui, notre langue fait partie de notre culture, puis pas juste la langue soutenue, mais la langue familière. C'est ça, ben, la communication, sont les Exactement. C'est à ça que ça sert. Communiquer. Ah, c'est oui. si beau. Absolument. Aimons-nous les gens, parlons, ouvrons des tribunes. Oui. Ça y est, on start ça, Simon. Let's go, prochain épisode. Prochain épisode, oui. Si tu veux revenir, on viendra. Yes. Moi, j'avais peut-être une question ou deux là encore. Je vois ça en échange depuis tout à l'heure, c'est vraiment, j'apprécie vraiment beaucoup. C'est passionnant, là. J'ai vraiment du plaisir en ce moment. Écoute, je suis arrivé... je disais à Jen au départ, comme moi, je connais rien à l'orthophonie, là, mais depuis que je suis ici, là, tu m'as ouvert les yeux, puis je suis très... En fait, on était en train de faire les questions en rencontre, puis je lui ai clairement dit, j'ai hâte que Lisande me prouve que j'ai tort, parce que je voyais... J'adore faire ça! je voyais le... puis je sais pas si je devrais m'excuser, mais à tous mes compatriotes orthophonistes, je voyais ça comme une relation contractuelle. Donc, on m'est arrivé, on m'a diagnostiqué, en fait c'est ma mère qui m'a diagnostiqué avec un neuropsychologue ou un neurologue. Neuropsychologue, ça se peut. Puis, c'était vraiment jeune, c'était à 3 ans. Puis ensuite, je suis arrivé à l'école, puis on fait « Ah, ben toi, tu as des besoins spéciaux, puis c'est bon, tu peux avoir tu peux avoir ton tiers-temps, tu peux avoir tout ce qui est écrit sur le plan d'intervention. » Puis j'étais comme « Yes! Hey! Finalement, j'ai plus de temps, puis je suis arrivé... c'est comme, j'ai l'impression qu'entre la première et la troisième année, j'avais rien, donc j'essayais de suivre tout le reste de la classe, mais après, là, vers la quatrième, le plan d'intervention était là. Puis, je trouvais ça tellement un grand changement parce que j'avais l'impression que c'était un hack à la vie, un hack à l'école, puis que, let's go, en fait, je rendais même certains élèves jaloux. Oui, mais en même temps, c'était pas un hack dans le sens où t'allais pas chercher quelque chose de plus que tes outils, tes mesures t'aidaient à te ramener un peu à leur niveau. C'est juste parce que
puis ta seule perspective que tu avais, ta seule expérience de l'école, c'était ta version pour ton cerveau à toi qui n'était pas dans le même moule que les autres. Ce qui fait que comment tu avais expérimenté ce que tu pensais qui était la normale, c'est pas ça que les autres vivaient. La zone de départ de 3 ans à ne pas avoir. Exactement. Les premières années d'école, que ton plan d'intervention suivait peut-être pas ou était peut-être pas bien appliqué, mais ça veut dire que tu développais pas ton plein potentiel puis que tu rushais plus que les autres. Même si pour toi, c'était ça le normal, tu pensais que c'était ça apprendre, c'était ça aller à l'école, c'est pas ça que les autres y vivaient probablement. Donc là, d'avoir ces mesures-là, ça fait juste essayer de te ramener un peu à leur niveau. Puis encore là, on peut jamais parfaitement égaliser, mais ça fait juste rapprocher un petit peu, ce qui fait que ça égalise les chances. Puis quand tu étais comme « wow, attends un peu, c'est un hack », bien finalement, tu faisais juste apprendre plus proche de comme les autres. Genre, mais maintenant, je vais toujours constamment à fin de vie le considérer comme un hack parce que je suis Mais c'est qu'on vient pallier aux difficultés qu'on a. Ça. On trouve quelque chose pour nous aider, justement, un peu comme une béquille, mais là, au niveau cognitif. Là. Mais j'ai vécu possiblement presque dans les mêmes temps, les mêmes choses que toi. C'est ça. Le diagnostic qui n'a pas été posé, on rencontre plein de spécialistes qui disent ton enfant ne fera jamais rien en vie puis il sera pas bon. Puis l'école qui est un peu hors de contrôle puis qui ne pousse pas la réflexion sur parce qu'elle a des problèmes d'apprentissage ou non. Et que ça se fait pas jusqu'à temps que le plan d'intervention finisse par apparaître dans le décor. Faire comme, OK, ben là, j'ai le droit justement à du tiers-temps ou d'avoir accès au texte avant l'examen puis de me faire lire le texte par mes parents ou peu importe. Puis là, tiens, là, il y a une meilleure qualité qui est présente, mais il reste que je sentais qu'il y avait encore quelque chose qui marchait pas jusqu'à temps que justement je finisse par le découvrir à 22 ans par moi-même que écoute, je vais rusher au cégep, là, t'as pas le choix de faire les démarches pour savoir qu'est-ce qui fonctionne pas à l'école. Là. Puis là, c'est parti pour la gloire. Vers la gloire! Allez! Ouais. Mais si tu avais quelque chose à dire, mettons, un truc conseil ou pour un peu dédramatiser la chose à un futur client, peu importe, qui pourrait avoir besoin d'un coup de pouce ou qui peut-être pense avoir besoin mais qui n'ose peut-être pas, ça serait quoi? Pour vous encourager. Je dirais, n'hésitez pas, venez nous voir, demandez de l'aide, on ne mord pas. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas venir en orthophonie aussi parce qu'ils pensent que justement c'est une grosse affaire, c'est un gros processus, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas tout le monde qui va venir en orthophonie toutes les semaines pendant 2-3 ans. Il y a des gens que c'est ça qui répond à leurs besoins, il y a des gens que c'est pas du tout ça. Des fois, juste donner des conseils, rassurer, avoir, tu sais, te faire donner leur jeu, dire est-ce que j'ai raison de m'inquiéter ou est-ce que j'ai pas raison. Juste avoir une relation d'aide aussi au travers de ça, te faire écouter, te donner des trucs des fois à l'école aussi. Ou au milieu de garde. Il y a plein de choses qui peuvent être faites par l'environnement sans nécessairement avoir de suivi en orthophonie non plus. Puis je dirais aussi, il y a des gens qui peut-être ont peur de se faire dire que ce qu'ils font est pas bon, de se faire prescrire un peu des choses à faire, mais sachez que c'est vraiment pas obligé d'être le cas. Moi, je suis là pour écouter la personne, pour répondre à ses besoins, on prend des décisions ensemble. J'ai nommé tantôt la notion de patient partenaire, mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est comme ça que je travaille. Avant, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup plus, je fais mon évaluation, je trouve qu'est-ce qui est à travailler, je fais un plan d'intervention, je le présente à la famille, on commence à travailler là-dessus. Je dis, je recommande ça. Maintenant, c'est plus du tout comme ça que je travaille. Je fais toujours, quand je fais ma rencontre pour discuter des résultats après une évaluation, je dis, j'ai observé ça, les différentes sphères qui pourraient être travaillées, qui pourraient faire une différence, c'est telle chose, on pourrait travailler de telle façon. Qu'est-ce qui répond le plus à vos besoins? Est-ce que c'est dans ce que j'ai nommé? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, ça fera vraiment pas de différence? L'approche, ce que je propose, vous pensez que ça répondra pas du tout aux besoins ou que c'est pas réaliste? C'est quoi qui fit aussi dans votre réalité en ce moment? Votre réalité financière, votre réalité familiale, votre organisation du temps, dans la gestion avec l'école aussi. Donc, qu'est-ce qui va fonctionner pour vous? Puis de quelle façon on peut travailler ensemble dans cette direction-là? Ce qui fait que je vais offrir un service complètement différent à deux familles qui ont pourtant la même difficulté, mais qui ont des réalités différentes. Parce que le but, c'est de répondre à un besoin, c'est jamais de prescrire quoi que ce soit. C'est ça, en fait, ça qui s'est produit avec moi à la clinique, tu sais, je me souviens des premières rencontres, c'est l'évaluation, c'est un peu plus rough cognitivement parlant, là, je me souviens de m'avoir fait demander, puis ta première rencontre, tu l'as trouvé comment? Je suis allée me coucher tout de suite après, tu sais. C'est épuisant, C'est épuisant, parce que ton cerveau, il travaille d'une autre façon que tu n'es pas habitué au quotidien. Oui, puis on veut voir le maximum de ce que vous êtes capable de faire, fait qu'on pousse au maximum, puis on creuse, puis on reste dans votre difficulté pendant... Ça peut être 2 heures en ligne, ça peut être dur. Oui, c'est ça. Mais je suis satisfaite de ça. Puis le suivi, justement, par la suite, ça a été évalué selon
ce qui était inscrit au plan. Bon, OK, ben, j'ai remarqué telle chose, c'est ce que je te propose, mais je te propose aussi de voir avec ce que le cégep t'offre comme ici, puis après ça, on peut analyser. Puis finalement, ben, j'ai décidé de prendre ce que le cégep m'offrait, puis quand j'ai vu que c'était pas forcément pour m'aider à pallier mes difficultés d'apprentissage, ben, j'ai continué de consulter quand même Julie, puis après ça, ben, on a juste continué. Exact. Mais si ça n'avait pas répondu à ton besoin, elle ne te l'aurait pas proposé ou elle ne te l'aurait jamais forcé. Exactement, c'est ça. Puis si tes objectifs changent avec le temps, elle aussi, elle va s'intégrer à ça. Si, avec la pandémie, on s'est ajusté aussi, il y a des familles qui préfèrent avoir des suivis à distance. On peut faire des suivis à distance par visioconférence, par exemple par Zoom, par Teams. On fait ça aussi pour répondre aux réalités des familles. Un autre service que j'aime vraiment beaucoup, c'est avec nos jeunes d'âge préscolaire, nos 0 à 5 ans. On propose une première rencontre qu'on appelle une rencontre d'accueil. C'est vraiment intéressant. On rencontre les parents et l'enfant lorsqu'ils souhaitent avoir ce service-là. C'est une rencontre d'1 heure. On jase ensemble pour justement cibler les besoins, les attentes, les objectifs, les inquiétudes, voir vers où on s'en va. Est-ce que moi, il y a des choses là-dedans dans ce que le parent me rapporte qui m'inquiètent ou pas? Puis, on fait un peu un historique développemental aussi jusqu'à date, voir qu'est-ce qui ressort pour avoir une idée. Est-ce qu'il y a d'autres services qui sont nécessaires? Est-ce que c'est vraiment nous qui sont appropriés, qui répondons aux besoins? Est-ce qu'il n'y a aucunement raison de s'inquiéter? Est-ce qu'il y a des drapeaux rouges qui se lèvent dans l'historique? Puis, comme, il faut vraiment qu'on pousse, qu'on priorise. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on en va voir un autre spécialiste? Donc, ça nous permet un peu de mieux orienter les familles dans les services. Puis, on fait aussi un moment de jeu avec l'enfant. Fait que ça, c'est vraiment relax puis décontractant comme première rencontre. On joue ensemble, on regarde comment le parent puis son enfant interagissent, vraiment complètement décomplexé. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. On veut vraiment voir comment ils interagissent, faire une première oreille, dire est-ce qu'il y a motif à s'inquiéter ou pas, puis on discute après ça des différentes options pour les services. On peut donner des conseils, des choses à essayer à la maison d'ici à ce qu'on se revoit, puis on regarde qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on laisse sur notre liste d'attente pour une évaluation? Est-ce qu'ils veulent un autre service en attendant? Est-ce qu'on fait une demande pour aller ailleurs? Est-ce qu'on veut faire des suivis développementaux à la place? On dit on se voit par exemple tous les 2 mois, 3 mois, 6 mois, sans nécessairement faire d'évaluation, mais juste suivre le développement pour s'assurer que ça va bien. C'est toutes des options. On discute de ça avec les familles, on regarde ce qui répond avec leurs besoins. Il n'y a pas un seul modèle de service. Donc, on est en train d'essayer d'en développer d'autres aussi à la clinique pour des plus vieux, donc les jeunes d'âge scolaire, voir comment est-ce qu'on pourrait transposer ça à eux aussi, pour vraiment bien répondre aux besoins des familles puis pas offrir un modèle unique. Puis l'évaluation, effectivement, ça peut être plus difficile comme moment, mais c'est le fun pareil. T'sais, toi, c'est sûr que tu as vécu la version adulte où on sait qu'on n'a pas besoin de tout enrober dans du jeu puis dans du plaisir parce que t'es capable de on l'a vu par après, on a fait des exercices pour travailler sur certaines difficultés où là, c'était... Tu as peut-être trouvé ça un peu bébé, mais ça fonctionne. Puis effectivement, Oui, puis avec les enfants, on travaille pas pareil, là. Je veux dire, c'est sûr que si on sait que c'est difficile l'évaluation, on va s'arranger pour rendre ça le fun. On fait des jeux au travers, on les renforce, on prend des pauses, on travaille pas de la même façon, puis ils aiment ça, venir nous voir souvent, là. Ben oui. Tu sais, j'ai des jeunes que même si je les fais travailler super fort, ils ont hâte de venir, là, ils le disent à chaque fois, là. Puis les parents me le rapportent aussi, ils aiment ça. Il y a des jeunes que c'est plus difficile d'aller chercher une motivation, puis on travaille avec eux, mais ça peut être vraiment plaisant d'aller faire ce travail-là. Fait que c'est pas juste du gros travail puis des affaires plates, là. C'est vraiment du plaisir aussi au travail. Vous pouvez l'avoir, là, votre petit collant, là. Oui, j'ai ma boîte de petits collants. J'en ai moi aussi quand j'enseigne la planche l'hiver. J'ai tout le temps un truc à donner à mes enfants. Oui, j'ai même des signets. Oh, c'est merveilleux. Puis, au final, ton expérience avec le podcast, tu trouves ça comment? J'ai adoré. J'attends juste ma prochaine invitation. On va peut-être avoir un petit système de carte de chouchou, là, on va voir ça. La carte fidélité, l'atelier. Oui. Moi, je pourrais parler d'orthophonie, puis de langage, puis de langue d'apprentissage pendant des heures et des heures. Je suis plus arrêtable. Mais honnêtement, c'est merveilleux parce que vraiment, je suis content de cet épisode-là. Ça a ouvert une branche. Maintenant, tu vas me voir sur... En fait, on avait même une question de comme c'est quoi la dernière lecture scientifique que tu as faite sur le domaine de l'orthophonie qui peut être comme on peut lancer ça à ceux qui sont plus adeptes de recherche, à nos invités. Ces temps-ci, je creuse le sujet, c'est tout en anglais, fait que je connais pas la traduction francophone pour l'instant, mais c'est l'apprentissage du langage par Gestalt, qui appelle en anglais. J'avais déjà entendu parler du concept un petit peu quand j'étais aux études, mais jamais avec ce terme-là. Puis là, ça ressort beaucoup ces temps-ci. Donc, j'essaie de creuser parce que je vois beaucoup ça passer, entre autres, par d'autres orthophonistes que je suis sur les réseaux sociaux. Puis j'essaie de creuser pour voir est-ce que il y a vraiment une source, est-ce que c'est backé, finalement, ces notions-là.
notion-là. Donc, c'est par rapport à une différente façon d'apprendre à parler, d'apprendre le langage, qui serait surtout présente chez les jeunes qui sont autistes, qui ont été SA, mais pas seulement. Puis, dans le fond, le principe, c'est de dire qu'au lieu d'apprendre le langage par petits morceaux, puis d'apprendre à les combiner, fait que l'unité, finalement, c'est le mot, puis après ça, on apprend à combiner les mots dans des structures de plus en plus complexes. Les personnes qui apprennent plus de cette façon-là apprendraient plus par bloc. Fait que le bloc peut être une phrase, ça peut être une combinaison de mots qui reprennent, puis qu'après ça, ils apprennent à moduler, à déconstruire, à remplacer des bouts à l'intérieur. Un peu comme dire, si je veux avoir une nouvelle maison, bien, est-ce que je vais la construire à partir de zéro en achetant les matériaux, ou est-ce que je vais acheter une maison qui est déjà là, puis au début, je vais rester dedans, même si ça ne répond pas tout à fait à mes besoins, puis après ça, je vais changer des morceaux dedans pour répondre aux besoins, puis l'adapter à moi, finalement. Fait que je creuse là-dessus, parce que je dis pas que tout ça est 100% vrai ou 100% faux. Je suis encore en train de me questionner là-dessus. Il semble y avoir un fondement et j'essaie de voir qu'est-ce que ça peut impliquer comme notion dans ma pratique. C'est très intéressant. Donc, c'est ça. Tu me l'enverras par texte. Oui, c'est ça. Simon est fanatique de toutes sortes de trucs comme ça. Moi, les trous de lapin, là, on se connaît. Mais c'est ça, moi je voudrais te remercier vraiment d'avoir accepté notre invitation pour assister au podcast L'Atelier. C'est vraiment, je veux dire, un honneur d'avoir la chance d'accueillir un orthophoniste avec nous. Oh mon Dieu, mais merci de l'invitation, je suis tellement contente! Et puis j'espère que vous, l'auditoire, allez apprécier, vous avez apprécié plutôt ce que vous avez entendu. Puis n'hésitez pas à, bien sûr, à nous communiquer si vous avez des sujets de discussion ou des trucs que vous aimeriez aborder. Moi, je suis allée avec quelque chose qui me touche de près et de loin et qui m'intéresse. Mais s'il y a des choses que vous avez envie d'entendre, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Pour finir, on va faire un petit... si tu as des projets à plugger ou des ressources comme par exemple ta clinique, parce que tu en as parlé, mais tu ferais peut-être un peu plus précise sur où on peut te rejoindre ou où est-ce qu'on peut rentrer en communication avec toi. Oui, dans le fond, j'ai pas de projet en particulier en ce moment. Je me concentre sur justement mes cocos, mes cocottes, mes élèves, mes jeunes, sur les services que je leur offre, puis sur continuer de me former aussi pour offrir des services de qualité, puis essayer de développer l'offre de services qu'on a à la clinique. Éventuellement, on va peut-être avoir des annonces sur des choses nouvelles qui vont sortir, mais pour l'instant, c'est ça. Mais je travaille à la clinique de l'enfance, qui fait partie des cliniques Sylvain Trudel à Rimouski. On a aussi une orthophoniste qui fait les cliniques de Montjoliet et d'Amqui, si jamais vous avez des besoins. Donc, peu importe votre âge, vous pouvez toujours nous appeler, nous écrire, vérifier si on peut vous desservir. Donc, on voit principalement la clientèle d'âge préscolaire, primaire, secondaire aussi. Les adultes aussi, en bégaiement, troubles d'apprentissage. Certaines autres problématiques, si vous n'êtes pas sûr, dans le doute, appelez, on va vous informer. Sinon, si vous n'êtes vraiment pas sûr, vraiment pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit aujourd'hui ou que vous voulez qu'on en jase davantage, vous pouvez essayer de me rejoindre par mes réseaux sociaux. Donc, Lisande Lauzon, j'étais assez facile à trouver. On n'est pas beaucoup avec ce nom-là. Par contre, si vous avez des questions plus sur les services qu'on offre à la clinique, si vous avez des questions pour vous, pour votre enfant, que vous aimeriez savoir si on peut vous aider à la clinique, vous êtes vraiment mieux de contacter directement la clinique. Je réponds pas à ces messages-là sur mes réseaux personnels. C'est les deux, là. Exactement. La ligne est tracée, tout le monde. C'est ça. Mais si c'est des questions sur ce que j'ai dit aujourd'hui, que vous voulez qu'on jase ou que vous voulez critiquer quelque chose que j'ai dit, n'hésitez pas à venir m'écrire. Et je retourne ce même commentaire pour nous, pour ceux qui n'ont pas été d'accord à ce qu'on nous dit à l'atelier. On est une tribune ouverte, donc on est là pour en jaser. On est là pour en jaser. Puis en plus, ça rentre dans pas mal la définition du dictionnaire. Oui, c'est ça, de plus en plus. Mais merci, Lisande. Merci à vous. Je serais contente d'avoir été là. Yeah.